Salut à tous, c'est Adrien. Juste un petit rappel pour cet épisode un peu spécial. Je me soustrais au rôle qui d'habitude incombe à Ben, mais il est un peu occupé. Donc aujourd'hui, c'est moi qui suis chargé de vous dire que c'était un replay de live YouTube que vous allez pouvoir écouter, qui nous sert de podcast cette semaine. On était en live ce dimanche. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous l'avez raté, à nous suivre notamment sur Twitter où on annonce tout ça. On a parlé de beaucoup de choses, donc avec Ben qui était de la partie, il y avait aussi Tom et Constant. On a essayé de pas tirer de conclusions trop rapides sur ce début de saison, mais on a commencé à parler des sujets, évidemment, avec les Lakers, avec les Sixers, on a parlé des Nets, on a parlé de beaucoup d'équipes finalement. Beaucoup d'équipes qui ont été citées, on a aussi échangé avec vous, donc on remercie évidemment ceux qui sont passés. Et puis donc, comme je le disais, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter bien sûr, sur YouTube évidemment, et puis comme d'habitude à nous retrouver sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, vous êtes toujours les bienvenus. Et puis ça y est, je me tais et je vous laisse avec l'épisode de cette semaine. On va pouvoir démarrer, les gars. Sachant que aujourd'hui, chers viewers, je vais parler comme un mec sur Twitch, on attend vraiment vos questions parce qu'on part vraiment sans filet, quoi. Aujourd'hui, l'idée, c'est un peu d'interagir avec vous, donc vous pouvez poser vos questions, etc. Même si vous pouvez comprendre que dans les premières minutes, on va peut-être lancer un sujet d'actualité, disons, peut-être sur les Lakers ou les Sixers, les deux équipes qui font beaucoup parler. Qui est chaud sur un des deux, les gars? Là, c'est de la demi-présentation, en fait. Il y a Adrien à la présentation aussi. Ah déjà, attends, il y a Olivier qui nous dit qu'il a fait un petit rewind et que c'était pas joli. Voilà. Ah, désolé. Ça a parlé de K-pop. C'est vrai ça. Écoutez, moi je peux partir moi si vous voulez sur le sujet Lakers parce que c'est un sujet qui a beaucoup fait parler forcément. Comme d'habitude les Lakers, là je vois tout de suite que ça démarre d'ailleurs dans le chat, donc on parle trop d'eux par rapport à ce qu'ils méritent, nous dit Dr Gourou. Effectivement peut-être un peu, mais bon c'est les Lakers, ça fait partie du paysage NBA, c'est toujours comme ça. Bon pour ceux qui nous suivent sur Twitter ont peut-être vu, j'ai laissé un petit message, mais je vais réitérer ça, c'est Russell Westbrook qui concentre toutes les critiques, comme d'habitude j'ai envie de dire, parce que de toute façon c'est un personnage clivant, mais voilà, c'est-à-dire que, comme annoncé, c'est-à-dire qu'on a les Lakers annoncés, on en avait parlé dans les previews, il y avait plus que des doutes là-dessus pour que les Lakers soient à la hauteur de leurs ambitions d'être contenders pour le titre. Et ben, il faut un Anthony Davis du niveau de la bulle et il faut que les planètes s'alignent pour que le meilleur shooter sur le terrain soit ni LeBron ni Patrick Beverley, ce qui n'arrive pas. C'est-à-dire que Westbrook fait du Westbrook. Alors oui, il a déjà fait mieux, effectivement, mais en termes de, comment dire, de type de jeu, il fait que ce qu'il a toujours fait et l'équilibre de l'effectif n'est pas bon pour lui et donc globalement c'est pas bon, mais on l'avait vu venir. Il se passe ce qui était prévu et donc les fautifs sont pas nécessairement, même si en partie les joueurs sur le terrain, mais à un moment donné il faut se poser la question de la construction de cet effectif qui est mauvais tout simplement. Ouais, c'est une équipe qui a beaucoup trop de questions en fait. Il y a beaucoup trop de questions et comme vous l'avez dit un peu en off, enfin à partir du moment c'est où plus en off LeBron maintenant, James Tom, est ton meilleur, bah oui, mais tu vois à partir du moment où LeBron James est vraiment ton meilleur shooter et tu appelles des systèmes de shooter pour lui, ça devient vraiment très compliqué, sachant que normalement tu ne devrais pas avoir à lui enlever la balle des mains. Après, encore une fois, LeBron James, voilà, euh, le joueur vieillit et ce dont tu avais besoin à côté de lui pour être très bon il y a 5 ans, c'est plus ce dont tu as besoin de plus, parce qu'il y a des choses que lui faisait qu'il ne fait plus. Donc du coup, peut-être que c'est aussi toute l'équipe, vraiment tout le roster à penser, mais ils ont une marge de manœuvre tellement fine que voilà, en dehors des signatures au minimum, c'est quoi le retour de Kendrick Nunn et comment il s'appelle, et Lonnie Walker en fait qu'ils ont signé. Sinon c'est que des minimums et des trades. Et même Patrick Beverly, tu vois, qui est arrivé, qui est un peu censé être la recrue un peu qui emmène du lien et qui fonctionne bien par exemple avec LeBron, il est pas forcément très bon quoi. Constant. Voilà. Alors. Non, voilà, moi je vais pas, enfin voilà, vous me connaissez, moi je suis un très grand fan des Lakers, lol, donc je me réjouis de leur début de saison en 0-2. Non, alors j'ai vu une news passer, je crois que c'est Tony Jones qui travaille pour le Jazz de The Athletic. Apparemment, il y avait un deal qui était centré autour de Mike Conley, qui était envoyé aux Lakers. Mike Conley partait aux Lakers et les Lakers l'ont refusé. Alors, je ne sais pas la véracité de ce que dit Tony Jones, mais si c'est lui qui balance l'info, c'est que ça semble être à peu près sourcé. Et du coup, je me pose l'interrogation de savoir déjà qu'est-ce que les Lakers auraient envoyé si c'était pour récupérer Mike Conley et pourquoi ils ont refusé.
Non, mais après, sur le début de saison des Lakers, c'était prévu, quoi. On regardait l'effectif et on s'est dit, ils sont à leur niveau, quoi, globalement. Donc, il n'y a rien de surprenant pas sur vrai. ce que font les Lakers. Non, c'est la perte de Constant. Ah non, je suis là. Non, mais ok, attends, ça ça avait t'a coupé. coupé au niveau à la phrase quand t'as commencé sur le début De de la saison des Lakers. punchline, vas-y. Ah, mais voilà, on me censure quand je parle des Lakers, quoi. C'est terrible. Non, mais c'est le début de saison attendu. Quand tu regardes l'effectif, quand tu vois les limitations de l'effectif, il n'y a rien de surprenant. Anthony Davis joue à un bon niveau, mais il y a déjà eu un retour au vestiaire pour Anthony Davis cette saison. Je pense qu'on pourrait faire des comptes d'Anthony Davis au vestiaire. Tu ferais faire des comptes sur la saison. Au pourcentage à 3 points, c'est quand même assez catastrophique. Et le pire, c'est qu'ils en tentent une chier plus 12. Je crois qu'ils sont à plus de 40 tentatives à 3 points face aux Clippers, alors qu'ils en mettent 10, quoi. Donc voilà, Lonnie Walker est intéressant sur le match face aux Clippers. Défensivement, il y a quelques bonnes séquences. On va pas non plus tout jeter à la poubelle, mais c'est vraiment très 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 limité. LeBron James, en fait, on voit le déclin de LeBron James dans le fait que son nombre de tentatives à 3 points augmente chaque année. Il va plus autant provoquer sous le cercle, il drive moins, il se contente beaucoup Clairement. de jouer au large. Ça, pour moi, c'est le vrai déclin de LeBron. Après voilà, Russell Westbrook, moi je suis fan d'OKC, donc ça me peine de le voir dans cet état-là, mais tout lui mettre sur le dos, non. Et quand on voit que Rob Pelinka dit moi mon effectif je bouge rien avec avant Thanksgiving, je suis en mode les gars, tu sais que dans un mois tu peux déjà avoir pris beaucoup de retard sur le reste de la concurrence à l'Ouest. Je vais rebondir Après, je comprends. Ah, vas-y. Bah, en fait, moi, je comprends ce qu'il veut dire quand il dit qu'il bouge rien avant Thanksgiving, parce qu'au final, peut-être que si tu vois que à Thanksgiving, t'as pris beaucoup de retard, qu'est-ce que tu vas envoyer 2 pics pour récupérer 2 role-players, quoi, tu vois? Ouais, c'est possible. Possible. Mais après, faut voir qui est disponible, parce que bon, il y a toujours cette Arlésienne Buddy Hield plus Miles Turner, mais est-ce que ajouter ces deux joueurs-là, ça fait vraiment franchir un palier à ces Lakers ou non? C'est pour ça, ça rejoint ce que disait Tom, c'est que tu passes pas un vrai palier, du coup, à quoi bon pull the trigger un arbre. Et vas-y Ben, parce que ça fait 3 fois qu'on te coupe la parole. Non, je réagirais juste, alors que ma connexion aussi n'est pas très bonne, donc peut-être que je vais passer en mode fantôme et qu'il y aura plus que Adrien et Tom. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Constant. Moi, ça m'a choqué sur plusieurs séquences dans le match contre les Warriors. LeBron est au large et il y a une fois, il est contre Wiseman et j'ai eu je sais pas, souvenirs de finale NBA et il attaque pas Wiseman, en fait. Il se contente de prendre un 3. Et d'un côté, je pense qu'il subit le manque de spacing autour de lui, parce que clairement, si LeBron pénètre, là, l'aide va venir, parce qu'il y a des joueurs autour qui sont pas compétents. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est aussi LeBron qui, sur le premier pas, est moins décisif. Et pour ce qu'a dit Tom, du coup, c'est pour ça où, pour moi, quand je lis beaucoup, autour de LeBron, faut des shooters, je suis pas sûr que ça soit bon en 2022. Et si je pousse le raisonnement un peu plus loin, en fait, pour moi, les Lakers, ils ont construit l'équipe dans l'idée, et c'est là où on se trompe un peu. Oui, on dit l'Anthony Davis de la bulle, c'est plus trop lui, mais ils réfléchissent encore avec le LeBron de la bulle. Et je suis désolé, ouvrons un débat qu'il ne faut pas apparemment plus ouvrir. LeBron aussi, sa bulle, elle est, sur ces 3 dernières années, c'est aussi un peu une étoile filante, c'est-à-dire ça reste un joueur top 10 NBA, mais sa bulle est aussi exceptionnelle au vu de ce qu'il fait récemment, notamment sur l'explosivité, etc. C'est une question là qui est posée dans le chat, je vais relancer dessus, parce que je vois là, le débat LeBron enflamme les foules. Je passe sur les punchlines, sur la connexion qui part aussi bien que le début de saison des Lakers, que j'ai lu. Je salue cette punchline. Mais voilà, il y a Olivier qui nous demande si le problème c'était LeBron et quels critères faut-il maintenant pour jouer à ses côtés. C'est un peu la question qu'on est en train de se poser. Ben, tu soulignes la bulle, où c'était aussi un moment où, pour un joueur vieillissant comme LeBron, pardon, c'était quand même confort de pouvoir jouer dans la bulle, mine de rien. Même s'il est, il est moins explosif maintenant, voilà, il va moins jouer les adversaires au drive, etc. C'était un peu plus simple, mais effectivement, il y a question de qu'est-ce qu'on fait, parce qu'avant, tu mettais LeBron James dans un effectif, tu avais une équipe contender, point barre. C'était assez simple. Bon, on n'en est plus là. Maintenant, il faut se rendre à l'évidence. La question aussi que je me pose, puisque c'est un débat qui a été soulevé quand on parlait de la construction de l'effectif, c'est le fameux LeGM, donc la fameuse influence de LeBron dans les constructions d'effectifs. Bon, est-ce que lui aussi la vise maintenant le fait d'être contender? Est-ce que moi j'ai de plus en plus cette impression que bon, il va aller chercher son record le record de cage, et puis après on verra bien où ça nous mène, quoi.
Ouais, bah, Franchement, je sais pas. non, bah, moi j'ai toujours eu des doutes de toute façon sur la signature de LeBron aux Lakers. Moi, j'en suis jamais caché. C'est une signature qui, pour moi, est sportive, mais surtout extra sportive, parce qu'on a vu que LeBron a quand même bien développé son business depuis qu'il est arrivé à Los Angeles. Alors bien sûr, il y a les Lakers, franchise historique, etc., etc. Mais en 2018, il y avait des équipes qui étaient bien plus attractives que les Lakers que LeBron pouvait rejoindre, notamment Philadelphie qui revenait dans les rumeurs. Après, on peut se poser. En fait, je me demande, les Lakers, tu vois, Tom parlait du fait que à Thanksgiving, si tu vois que t'es loin, du coup, tu vas pas récupérer Buddy Hield et Miles Turner, ok, mais tu peux même pas tanker, puisque ton pick, il va être swap avec celui des Pélicans. Donc les Lakers, en fait, ils Mhm. sont obligés de continuer à être le plus compétitifs qu'ils peuvent, parce qu'ils peuvent même pas, en fait, viser la draft, vu que c'est les Pels qui se frottent les mains en disant on va avoir leur pick l'an prochain. C'est ça. Mais donc du coup ils peuvent pas et c'est ça ils peuvent pas. Enfin, en gros le pire scénario, le meilleur scénario pour eux, en gros vu comment c'est parti, ce sera de récupérer par exemple le pick des Pelicans. Mais du coup de leur côté, ça vaut pas le coup de se défausser de 2 tours de draft qui sont largement après le prime de LeBron James. Si potentiellement, enfin si ça se trouve arrivé peut-être dans 18 mois, des gens vont essayer de demander Anthony Davis si ça se trouve. Hein. Mm. On n'est pas à l'abri de ça. Alors oui, LeBron James a prolongé et il y a une chose qui est assez bizarre, par exemple, par rapport à Los Angeles cette année, c'est que d'habitude, Los Angeles, enfin les Lakers, du moins, ils ont souvent un calendrier en fait qui est plus dur en deuxième partie de saison pour ne pas être en confrontation avec les matchs en télé nationale de NFL. Enfin, pour que ça joue pas en NFL quand eux ils ont. Donc la plupart de leurs grosses affiches sont généralement en deuxième partie de saison. Mais là, en fait, la conférence Ouest est tellement relevée qu'en fait, ils ont plus de marge. Et comme ils font pas partie des tops équipes vraiment de la conférence, ben quand tu regardes leur calendrier du début de saison, ils ont pas d'adversaire facile et ils pourraient vraiment partir, je sais pas moi, en 2-8 ou quelque chose comme ça, quoi, sur leurs 10 premiers matchs. Hein. Ouais, ouais. Mais Mais ça les empêche pas d'avoir 27 matchs en antenne nationale cette année, quoi. LeBron James, mais LeBron à James. quel point, les gars, on suragit pas un peu parce que, et oui, je suis un fantôme pour ceux qui nous regardent sur YouTube maintenant. Euh, LeBron a 28% à 3 points, Lonnie Walker à 18, Patrick Beverley à 18. À quel point on suragit pas dans les 2 matchs, c'est-à-dire que pour moi, je suis pas encore prêt à les enterrer et à me dire que c'est une équipe qui a quand même. Alors, j'entendais ça dans je sais plus quel podcast. Si on démarre la saison en disant les Lakers font 2-0, font 0-2 en jouant les Warriors et les Clippers, en soi c'est pas fou. Alors sur l'aspect il y a des choses à redire, mais effectivement leur début de saison est compliqué, mais je pense que l'attitude choque un peu. Et oui, il y a des dysfonctionnements, mais on n'est plus trop choqué avec cette équipe-là. C'est-à-dire que on a bien conscience maintenant que cette équipe-là ne joue pas l'avantage du terrain. Enfin, moi, j'ai pas vu vraiment de preview où on leur donnait l'avantage du terrain. C'est peut-être le body language qui choque un peu, mais en soi, on n'est pas trop. C'est pas une révolution, ce qui se passe actuellement. Ouais, non, mais je suis d'accord, c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire qu'on a ce à quoi on pouvait s'attendre, comme tu l'as dit, vu les adversaires, le bilan, il est pas catastrophique. Alors évidemment, là, on est au bout de 2 matchs, donc on est déjà en train de commenter, mais tirer des conclusions sur l'ensemble de la saison, comme vous disiez, je pense que c'est un peu rapide, on finira par les retrouver. Oui, c'est dense à l'ouest, mais voilà, il y a d'autres retards à l'allumage, il y a d'autres équipes où il y a des questions qui se posent encore. Bon, finalement, cet effectif, même s'il y a plein de joueurs un peu particuliers, il a été relativement remanié. Donc, on peut se dire que il y a une petite période de rodage quand même globalement pour s'habituer, surtout dans cette configuration particulière avec voilà Westbrook, LeBron James, Anthony Davis. C'est particulier pour jouer avec eux par rapport à ce qu'on retrouve dans la plupart des équipes offensivement, en tout cas, parce que Constant l'a dit, défensivement, ils font des bonnes séquences. Donc voilà, on va peut-être pas tirer la sonnette d'alarme tout de suite, et c'est aussi peut-être ce qui justifie la déclat de Rob Pelinka dont tu parlais, Tom, de se dire, attendez, laissez-leur quelques mois avant de voir si on doit tout péter ou non. Quoi. Vous pensez que Westbrook il se fait les croiser s'il reste sur le banc? Aïe, aïe, aïe. La parole est à la défense, Constant. Non, mais moi je l'avais dit de toute façon au moment où il avait été échangé à Los Angeles, c'était au moment de la draft. Il y a un an, moi je l'avais dit direct, j'avais dit c'est une mauvaise idée pour les 2 parties, donc je vais pas me changer d'avis. Mais là c'est triste de voir la fin de carrière de. Franchement, c'est la fin de Clairement. carrière de Westbrook là. On se faisait la réflexion avec les membres de l'équipe War Thunder. Si jamais il venait à être tradé,
ou même l'an prochain quand il sera free agent, quelle franchise est susceptible de le récupérer? Bah, il a le problème Peut-être les d'être Hornets, hein. le mauvais profil, parce que c'est un gars qui va soulever ton plancher assez rapidement pour une équipe pas très bonne. Donc, vu qu'on est quand même dans des courses au tanking récemment, t'as pas trop envie. Et si en plus t'es dans le moment où tu veux commencer à gagner des matchs, bah, t'as envie généralement de donner la balle à à ta nouvelle pépite, voilà, qui va être ton initiateur principal. Et Westbrook n'est pas un joueur sans la balle, donc malheureusement Les pour lui. Hornets. Les Hornets. Non, Mais mais les les Hornets, Hornets, ils donnent la balle à la non, mélo. mais on va pas en parler, là. Les Hornets. C'est ma théorie. La filiation Jordan Brand, Jordan qui a toujours aimé Westbrook, etc. Je vois, moi, pour répondre à la question de Constant, les Hornets. En plus, Ouais, ils moi, sont, j'y ils sont crois moyen, désespérés. Contre quoi? Contre Rosier et Gordon Ah non, Hayward? non, pas un échange. À la fin du contrat de Westbrook. Ah, ok, ouais. dans un an, quoi. Oui, quand les Hornets sont encore au bas-fond. Quand les Hornets ont Ah oui, récupéré Victor c'est les Hornets. Wembanyama par je ne sais quel miracle, par je ne sais quelle enveloppe froide, mais c'est... Bon, ça nous fait un quart d'heure sur les Lakers. Vous voulez changer de sujet ou pas? Ouais, on peut parler. Alors, on va la faire un peu à la first take. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour les Sixers, du coup? Doit-on s'inquiéter? Non. Plutôt pour un Embiid, peut-être. Mais sinon, enfin, les Sixers, voilà, enfin, ça a été difficile, enfin, les adversaires ont été difficiles pour eux en début de saison. Voilà, c'est une équipe qui a rajouté quand même pas mal de pièces à l'intersaison. Faut attendre un peu que ça fitte un petit peu, mais enfin, moi je suis pas inquiet pour eux. C'est vrai que le démarrage n'est pas idéal, mais un peu Embiid que j'ai trouvé un peu non après Doc Rivers a sorti que oui qu'il avait eu des problèmes du coup à la voûte plantaire cet été. Donc peut-être que c'est un truc qui le gêne encore un petit peu, mais pas d'inquiétude. Après, c'est bizarre de voir Harden prendre autant de mid-rangers. Ça, moi, ça me choque. Ça me choque un peu de le voir prendre autant de mid-rangers. Mais bon, après, c'est peut-être le nouveau Harden, écoute. Hein. La Constant, Non, t'as l'air bah, d'avoir un avis. Hein. oui, bah, bien sûr, oui, j'ai un avis sur Oui. beaucoup de choses. Mais non, je suis pas particulièrement inquiet sur les Sixers parce que, bon, hormis la défaite là cette nuit contre San Antonio qui est vraiment chum, faut regarder les adversaires. Ils se font taper par les Celtics à domicile. Bon, c'est pas déconnant. Mm. Ils se font battre par les Ça Bucks arrivera à sur beaucoup de gens. Ouais, ça va arriver à beaucoup de gens cette saison. Et ensuite, ils se font taper par les Bucks sur un tir quasi au buzzer de Wes Matthews, si je dis pas de bêtises, parce que Tobias Harris ressort pas sur le tir à 3 points. Bon, ils se font pas non plus exploser de 15 points, quoi. Tu joues Mm. globalement ce qui étaient les deux meilleures équipes de la conférence Est l'an dernier, avec le Heat peut-être. Et tu perds. Mm. Bon, au premier match, tu te fais un peu éclater. Deuxième match, tu perds au quasi buzzer. C'est pas déconnant. Là où moi je suis plutôt inquiet, je suis content de retrouver un James Harden avec un niveau largement correct. Là où je suis un peu inquiet, c'est Joel Embiid. J'ai pas son pourcentage de réussite sur les jumpers l'an dernier, mais cette année, j'ai l'impression qu'il met pas un jumper. Et même dans le comportement, je trouve que défensivement, il y a des replis défensifs où il est pas forcément là. Il se plaint souvent auprès de l'arbitrage. Il fait un petit peu une James Harden aux Rockets, quoi. C'est vraiment, si j'ai pas mes coups de sifflet, le repli défensif, il y a pas grand chose. Après, on peut parler aussi du backcourt des Sixers qui se fait exploser Aïe, aïe, aïe. défensivement. C'est une Défensivement, ouais. catastrophe. Aïe, aïe, aïe. C'est une catastrophe. Même les nouveaux arrivants, faut leur laisser un peu de temps, mais Anthony Melton, globalement, c'est comme Ben et moi, c'est un peu un fantôme sur ses premiers matchs des Sixers. Daniel House, j'aime beaucoup sa coupe de cheveux, mais il est quand même pas très utile. PJ Tucker met pas un panier dedans, donc je suis pas inquiet parce que ça va se mettre en place, mais peut-être sur le comportement de Joel Embiid, je me dis, tu débutes la saison, tu commences comme ça, c'est pas la bonne entame en tout cas. Ouais, après, Puis sa coupe Hamid n'est nous pas dit dans le terminée, chat. hein, Daniel Vas-y, House. Tom, pardon. Sa coupe n'est pas terminée, Daniel House. Il a C'est ça. d'un côté, il reste de l'autre côté, c'est n'importe quoi. Mais c'est vrai, le point capillaire, c'est toujours très important chez Dunk Hebdo. Hein. Tu as bien raison Et de le d'ailleurs, préciser. le bruit sur le cercle, les gars, les Sixers, c'est pas possible. C'est Ah, pas c'est le possible, c'est meilleur. beaucoup trop C'est fort. le C'est meilleur. beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort. Voilà, débat parallèle, votez si vous êtes pour le volume très très élevé au niveau du cercle dans la diffusion Sixers ou pas. C'est le grand sujet de Tom cette semaine. Mais ouais, pour recentrer sur le terrain, il y en a Amine dans le chat qui parlait, qui disait effectivement, Joel Embiid, il a tendance régulièrement à être un diesel, à commencer ses saisons doucement. Est-ce qu'on va... Quand même, il y a un petit point d'interrogation sur il s'est donné comme un malade l'année dernière, il n'a pas eu son MVP et puis ça s'est pas super bien fini. Est-ce que mentalement il va être assez costaud pour essayer de refaire ça cette année?
Mais en termes d'inquiétude, ouais, soyons modérés, je pense. Pareil, on fait partie des équipes, vous l'avez de toute façon bien dit, hein, qui ont été remaniées, qui visent la post-season. On commence doucement. Quand même, si on retrouve un James Harden comme ça, et qui a l'air quand même... Alors oui, en défense, bon, voilà. Bon, James Harden, on le connaît. Mais en attaque, on a retrouvé quand même un James Harden plus tranchant par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière, et ça peut être que du positif si Joel Embiid, épargné par les blessures, retrouve son niveau. On va pas s'inquiéter tout de suite. Après, je vais quand même citer Amine, parce que il n'est pas là en vocal, mais il a quand même une très bonne punchline. J'espère surtout qu'on s'inquiétera vite pour Doc Rivers. Je pense que c'est à peu près le sentiment partagé un peu partout dans Doc la Rivers, fanbase. Aïe, 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 Doc aïe. Rivers. Quand il fait jouer Montrezl à la place de Paul Reed, là, c'est encore du grand Doc Rivers, ça. Ouais, mais après, c'est pas étonnant, en vrai. C'est pas étonnant. Hein. Non, Enfin, non, Doc mais Rivers, après, enfin, il est... Ouais. après, Il moi, est pas, enfin, tu vois, je pour déteste la... Montrezl, donc c'est Ah. plus attaque que gratuit Après, aussi. Hein. par rapport au côté sixième homme devant Dennis Schroeder, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est en fait Montrezl, il a été. On aurait dû créer le meilleur septième homme de l'année. Et là, pour le coup, on l'aurait donné à Montrezl, mais meilleur sixième homme, c'était Dennis Schroeder. Non, et puis ce côté, enfin, c'est un type de joueur que j'aime pas, Montrezl globalement. Comme ça, Ben, c'est on t'a pas dit. entendu Voilà. sur les Sixers. Non, je suis d'accord avec vous. Non, mon débat n'a pas pris. Non, mais je suis globalement d'accord avec vous. Après, il y a quelques bonnes choses. Il y a eu un moment small ball avec PJ Tucker où il y a eu des choses positives, notamment c'était dans le match Ouais. contre les Bucks. Après, là où petite inquiétude, c'est il faut pas à l'est quand on voit comment les Celtics, avec les ambitions qu'on a du côté des Sixers, il faut pas partir non plus trop lentement. Parce que si tu prends, si on reprend cette marque de Thanksgiving pour Tom, par exemple, si à Thanksgiving, tu as 5 matchs de retard, sauf catastrophe, je suis pas sûr que, par exemple, tu sois en capacité de les reprendre sur les Celtics. Et l'avantage du terrain a toujours de l'importance. Donc, bien sûr, c'est un effectif nouveau qui doit apprendre à jouer ensemble, mais qui ne prenne pas trop de temps. Et moi, quand même, le backcourt défensif m'inquiète quand même quant à ces velléités-là que tu veux peser en playoff. Il y a quand même des trucs. Enfin, Devin Vassell n'est pas censé ressembler à Michael Jordan sur certaines séquences dans le NBA. C'est pas normal. Donc McDermott. Enfin, je veux dire, il s'est passé des choses face à des Spurs on a été très critiques. Les Spurs où il y a eu des bons systèmes qui ont été mis en place. J'étais assez surpris en voyant certaines images, mais tu ne peux pas être aussi friable sur le backcourt défensivement. Donc c'est à voir ça, parce que c'est une faiblesse, on le dit souvent dans le podcast, qui peut faire très très mal en saison régulière parce que tu joues toujours de bons arrières. Après, c'est un peu la problématique qui rejoint du côté des Lakers, c'est que ça manque de joueurs two-way à certains endroits. T'as beaucoup de one-way, c'est-à-dire que bon, il y a le fameux, tu pourrais dire, allez, ben, on a des problèmes de défense à l'arrière, on va mettre Matisse Thybulle, mais après, du coup, tu vas galérer pour mettre des points. Et c'est un peu le problème qu'ont les Lakers avec des joueurs aussi assez unidimensionnels qui sont, comme dirait Tom, des 3-no-D pour certains, ou l'inverse, du coup, des D-no-3. Et c'est vrai que c'est une problématique qu'on revoit un peu souvent, juste parce qu'il y a du monde dans le terrain, on fait l'interaction, hein, vu qu'on est à là, tant qu'à faire, c'est l'équipe de QI Basket qui est là. Et puis aussi, on nous demande si on a déjà parlé des Celtics, je pense qu'on en parlera après, Yep. même si Alan n'est pas là. Il a assez milité pour qu'on en parle. Mais oui, je pense que je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur les Sixers, les gars. Moi, simplement, moi, je trouve un peu bizarre la cohabitation Harden-Maxey sur le backcourt. En fait, ça ressemble beaucoup à du A3. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de James Harden, en fait. Après, ça, c'est mon avis. Il est bon, il produit, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de James Harden et pas assez de Maxey. Par exemple, pour les Bucks, moi, je trouve ça inconcevable qu'on n'essaie pas à chaque fois de ramener, puisqu'il y avait Grayson Allen sur lui dans le quatrième quart-temps. Pourquoi tu donnes pas la balle à Maxey pour qu'il attaque Grayson Allen, tu vois? Enfin, pour moi, c'est un truc logique. Et même pour tout ce qui est la construction d'attaque, tu vois, il y a très peu, j'ai vu très peu d'échanges où, par exemple, Harden donne la balle à Maxey pour qu'il prenne la possession. Tu vois, à chaque fois que Harden donnait la balle, c'est pour se reposer. Et autre chose qui m'a choqué avec Harden, aussi bon soit-il, c'est le fait qu'il refuse des catch and shoot. Je l'ai vu, refuser quelques catch and shoot à 3 points, sauf que il faut aussi les prendre. Tu peux pas prendre que du truc en sortie de dribble. Alors oui, c'est bien d'en prendre en sortie de dribble par rapport à ton rôle, mais quand le jeu te le demande, CP3 fait la même chose. Quand le jeu te le demande, il faut pouvoir prendre des catch and shoot parce que c'est ce que la défense te donne. Et puis si c'est pour faire un chimie et un airball, bon. Oh, elle est incroyable, celle-là. Mais après, tu vois, c'est intéressant parce que en lisant un peu certaines déclats, Embiid avait, quand on lui demandait son impression par rapport aux Rockets de l'époque James Harden, il avait dit qu'il voulait, enfin lui, c'est quelque chose c'est un système de jeu
contre lequel il n'avait pas forcément d'a priori. Et en fait, on voit beaucoup dans sa relation, notamment avec Harden, sur le début de la saison, Harden Embiid, le pick and roll, il est létal, et pourtant, sur certaines possessions, il y a eu des hésitations, en fait. Donc, je pense qu'ils sont vraiment en phase de rodage, mais par rapport à Maxey, ça me fait beaucoup penser, et oui, saison numéro 2 chez les Hawks. En regardant beaucoup chez les Hawks, dans un backcourt où il y a peu d'expérience de jeu, même si on a plus avec Maxey Harden, il y a avec deux joueurs qui ont besoin beaucoup du ballon, tu vois que j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui prend du temps pour trouver les bons moments ou donner la balle à l'un et donner la balle à l'autre. Ça a pas l'air très évident parfois. Donc je pense que c'est quelque chose qu'ils vont trouver, mais Doc Rivers, quand tu as un problème, appelle pick and roll Harden Embiid en fait. Enfin, c'est létal. C'est l'action la plus simple. Franchement, si t'es coach, je ne comprends pas que ce soit pas l'action numéro 1 de ton playbook. Porteur de Non, mais balle, Harden Embiid. Simple. tu demandes à Doc Rivers d'être rationnel. C'est déjà au-delà du possible pour lui. Hein. C'est globalement, c'est. Enfin, franchement, moi, je suis Daryl Morey, mais déjà l'an dernier, Doc Rivers, je pouvais me poser des questions, mais là, quand je vois le début de saison, mais si ça continue comme ça, mais il passe même pas le nouvel an, Doc Rivers. Ramène-moi Mike D'Antoni, ramène-moi tes potes, va jusqu'au bout. Si tu veux refaire un remake des Rockets à Philadelphie, vas-y. Mais en fait, quelle ambition tu peux avoir avec Doc Rivers en coach, quoi. C'est Doc Rivers en 2022, pour moi, ça n'est plus possible. C'est plus possible. La décharge Doc Rivers en saison Je pense régulière, que le il débat passe Doc Rivers c'est rarement bien à ouvert côté. côté Hein. des Sixers pendant que je perds tout le monde. Ah non, c'est bon Tom, on t'a retrouvé, vas-y, je t'en prie. Ouais, J'ai l'impression non, que je je disais vais me en retrouver fait, tout seul moi à la fin de ce live. non, je disais que tu vois, à sa décharge Doc Rivers en saison régulière, il est rarement décevant. C'est en playoff en fait qui pose problème. Mais en saison régulière, c'est un coach plancher. C'est Tu vois, Nate Ah oui, c'est ça McMillan. le Et c'est ce un problème. coach, c'est mec-là, un coach de saison régulière, tu vois. ils sont difficiles à virer, ces mecs-là. Parce Et que ouais, parce qu'il gère bien les égos. On en a déjà parlé, tu vois. C'est un mec qui va gérer les égos, qui va faire le truc. C'est pas forcément un mec de X and O's, mais qui va te tenir en vestiaire. Et ça, c'est le truc le plus important, pouvoir tenir un vestiaire à NBA. Ouais, mais est-ce que là, du coup, une partie de sa diplomatie ne consiste pas à justement laisser Maxi et Harden faire à toi, à moi, et du coup à pas préparer, parce que c'est souvent ça qui lui est reproché, c'est que oui, bon ben, tu manages bien ta saison régulière, mais arrivé en playoff, tu n'as rien préparé. L'année dernière, le moment où tu t'es retrouvé à avoir des soucis de minutes au poste 5 notamment, on se demandait, ouais, Paul Reed aurait pu plus jouer en SR et du coup être un peu plus préparé pour pas être injouable en fait tout simplement en playoff. Enfin, peut-être que son équilibre de trop de diplomatie en saison régulière, c'est bien, mais quand tu es dans une équipe qui se positionne quand même nettement comme contender, ça commence à poser des vraies problématiques. C'est vrai. je valide. C'est vrai. Et bah, vu que Oh, Lavalier, tu as clos le débat. ouais, Magnifique. voilà, c'est parfait. Comme ça nous permet d'enchaîner un petit peu parce que je trouve qu'on va passer un bon moment si on fait un quart d'heure par, par équipe. Mais je sais pas, est-ce que vous voulez parler des Celtics, vu que c'était le sujet qui avait été lancé juste avant par Domzy28, on va citer les pseudos tant qu'on arrive à lire. Les Celtics, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Les Celtics, ben voilà, ils se sont renforcés, ils ont récupéré Malcolm Brogdon, ils sont forts comme on les attend. Tatum, très fort aussi. Démarrage sur les chapeaux de roue. Bon, je sais pas si vous avez un truc à ajouter. Bah Ben, vu qu'on t'entend moins, vu que t'es en fantôme, je sais pas. Un avis sur les Celtics? Je vais décevoir nos viewers, mais c'est typiquement le genre d'équipe que je vais pas regarder beaucoup en début de saison, en fait. C'est la même équipe, ils sont rodés, ils vont être très forts. Tatum part sur les chapeaux de roue. Alors, c'est malheureux, mais on doit faire des choix. Et actuellement, c'est une équipe tellement bien rodée, je sais que je les verrai en playoff et en préparation playoff. Donc, c'est une équipe qui est très forte, mais qui, sachant qu'elle a beaucoup d'objectifs de fin de saison, c'est une équipe je sais pas, la jungle qui est le début de saison NBA. Moi, je commencerai à me concentrer vraiment sur eux en avril ou fin mars. Parce qu'il y en a qui sont plus concentrés. Constant Euh, comme. pff, euh, pas beaucoup plus, encore une fois. Hein. Moi, les Celtics, c'est une équipe que je vais vraiment commencer à regarder en vraiment peut-être vers Noël, janvier. Après, ce qui est intéressant pour eux, c'est que généralement, Brown et Tatum, ils partent généralement un peu bas et puis ils finissent beaucoup plus fort. Et là, ils sont bien partis d'entrée. Donc peut-être que c'est quelque chose que, notamment peut-être dans nos previews, on a potentiellement sous-estimé le fait que ces joueurs-là, en fait, continuent à progresser et que là, ils sortent vraiment une saison pleine suite à l'échec subi en finale NBA. Mais sinon, enfin, l'équipe est cohérente.
Malcolm Brogdon, je pense que va peut-être falloir compter sur lui pour le titre de 6e homme de l'année, vu comment il part. Mais bon, après, Brogdon, on connaît l'Arlésienne. Le Il va se passif. blesser, un truc comme ça, et puis voilà. Enfin, Il va faire virer moi, le coach. j'espère qu'il va. C'est déjà fait. Pour l'instant, c'est très encourageant ce qui se passe à Boston. Ça aurait vraiment pu être pire avec tout ce qu'ils ont vécu à l'intersaison, les différentes blessures et tout ça. Donc, va falloir voir sur la durée et comment ils arrivent à trouver un peu de profondeur à l'aile en dehors de ce que vont produire Brown et Tatum, puisqu'il y a plus grand monde derrière. Constant. Ouais, bah alors moi peut-être contrairement à Ben et Tom, vu que je suis fan du Thunder, en fait j'aime bien regarder du beau basket, du coup j'ai vu les matchs des Celtics, j'ai envie de les regarder en fait. C'est voilà. Bon, ça m'empêche pas de mettre farci les 3 matchs des Pacers, mais bon j'aime bien regarder Boston. En fait bah, Tyrese Haliburton, qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'amour irrationnel, tout ça, tout Ouais. ça. Mais non, ce qui me surprend avec Boston et ce qui me surprend qu'à moitié entre guillemets, c'est que là où tout le monde est en train de vivoter, on parlait des Lakers, on parlait des Sixers qui sont en début de saison, il y a des automatismes à trouver. Les Celtics, j'ai l'impression qu'ils sont déjà dans une forme du mois d'avril, quoi. C'est ça qui me choque le plus, c'est que tout fonctionne bien. Enfin, faut regarder le premier match face aux Sixers. Défensivement, le plan tactique contre Embiid, il est parfait, quoi. Il le gêne complètement et ça, c'est pas une équipe qui joue son premier match de saison régulière. C'est une équipe post-All-Star break. Donc voilà, Jason Tatum fait un début de saison de fou furieux. Grant Williams, c'est toujours appréciable et ils se permettent même de faire du load management. Al Horford a été mis au repos cette nuit contre Orlando. On attend le retour de Robert Williams. L'apport de Malcolm Brogdon, tant qu'il est sur un parquet NBA, il est quand même largement valuable. Donc ouais, c'est Celtics, il y a rien de surprenant. Mais je me dis que franchement, on parlait par exemple les Suns l'an dernier avaient fait une saison avec un très haut pourcentage de victoires. Je me dis que s'il y a bien une équipe en NBA qui est capable de faire ça cette année, c'est peut-être les Celtics. Parce que vraiment, je les trouve très impressionnants. Ouais, modulo, tu as cité le mot pour moi, qui est le point entre guillemets à surveiller du côté des Celtics, c'est le load management. On en parlait d'ailleurs hier soir, enfin pendant la nuit, avec Alan, donc un supporter des Celtics, hein, pour ceux qui rejoindraient Dunk Hebdo un peu en retard. Voilà, effectivement, ils arrivent à jouer, alors, je cite Alan, ils arrivent à jouer avec Noah Vonleh en 2022. Donc s'ils arrivent à faire ça, Ouais. effectivement, comme tu disais, Tom, ils ont pu reposer à Horford. Et voilà, et puis Brogdon permet de soulager un peu, parce que ce qui est arrivé ces dernières saisons, c'est peut-être que les deux Jays, justement, même s'ils démarraient pas très très fort, arrivaient en playoff, peut-être qu'au bout d'un moment, il y avait un petit second souffle à trouver, c'était peut-être un peu plus éreintant. Maintenant, voilà, vu ce qu'on voit, et vous l'avez très bien dit, vu le niveau qu'ils affichent pour les 3 premiers matchs de la saison, maintenant, le défi du côté de Boston, c'est de rester stable, essayer d'éviter les blessures au maximum, et, euh, et voilà, et d'arriver avec toutes les forces possibles pour la fin de saison. Et a priori, ça devrait être le cas. Voilà, ils peuvent se permettre en saison régulière de jouer avec Noah Vonleh. On a vu des minutes de Blake Griffin hier. Ça m'a surpris aussi de Sam Hauser qui met des paniers au plus grand plaisir d'Alan, une nouvelle fois que je finis par citer. Bon, voilà, leur problématique, elle est là maintenant pour le niveau de jeu. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais, si on peut parler d'une équipe un peu dans un peu dans la même construction, là qui a revu 2 joueurs importants revenir de blessure, par exemple, si tu regardes les Clippers, je les ai regardés au retour. Déjà, c'est assez étonnant de voir Kawhi sortir du banc. Moi, ça m'a fait bizarre de voir Kawhi sortir du banc. Après, il a pas joué le match hier contre Sacramento. J'ai regardé. D'ailleurs, j'ai bien aimé Sacramento. Peut-être faudra qu'on en parle. J'ai bien aimé ce qu'ils ont profondé sur leurs 2 premiers matchs. Mais après, les Clippers, je les trouve assez vulnérables vraiment aux joueurs rapides. C'est-à-dire qu'ils ont une armée d'ailiers, mais ils sont hyper friables sur le périmètre. Et ça, c'est quelque chose qui peut être un peu inquiétant. Sinon, eux, ils ont bien pris. Encore une fois, ils ont leur montagne d'ailiers ou du switch all. Enfin, limite, eux, ils jouent un basket de playoff déjà, quoi. Tu vois, du switch all, les équipes galèrent vraiment à pouvoir se les coltiner avec du grand Paul George, du grand shotmaking et tout ça. Donc, c'est une équipe qui va être intéressante. Et puis le retour d'Optimus Dime, messieurs dames, Optimus Dime. Après, les guards très vifs, là, tu disais leur faiblesse, il n'y en a pas non plus. Bon, à part Ja, à l'ouest, c'est pas la problématique principale. Fox, tu vois, hier, ils ont eu du mal. Fox, ils ont eu du mal. Oui, non, mais je parle sur arriver en playoff, en saison régulière, ils vont finir, tu vois, sur la longueur, ils vont finir par se qualifier, ça ira, tu vois. Je pense que leur vision, c'est bon. C'est pas bien grave si en saison régulière, on prend 2-3 piles par des Aaron Fox, quoi.
Après, je vous avoue, les gars, que la comparaison quand on avait le Lakers Clippers, l'armée de role-players étiquetés Ouais. playoffs d'un côté et les role-players des Lakers, la comparaison Ouais. était quand même assez sèche pour les Lakers. Mais je suis assez d'accord avec Tom. Tyronn Lue, on l'avait un peu dit dans la preview, il teste. Il va lancer pas mal de trucs, il va voir ce qui colle. Wall, alors, c'est incroyable de voir qu'il peut toujours faire des semi-différences sur premier pas avec toutes les blessures qu'il a eues. Ça prouve quand C'est même que le incroyable. mec a un premier pas de malade quand même de De base. dingue. Mais effectivement, c'est une équipe Clippers. La comparaison est très bonne. Clippers, Celtics, c'est des équipes qui sont peut-être un peu moins Clippers parce que je pense qu'il y aura plus de bataille pour la première place peut-être à l'Ouest. Mais c'est des équipes qui sont taillées pour les playoffs et je suis désolé pour les fans de ces franchises. C'est pas du désamour, c'est juste que à cette période de l'année, moi, je préfère regarder typiquement actuellement les Wolves, les Hawks, Le Jazz, le Jazz, les Cavs, des équipes qui ont les bougé. Hein. Cavs, Toronto même Toronto peut-être qui est un peu intéressant. Mhm. Après, il va bien Houston. dire équipes qui ont bougé. Toronto, bon. Ouais, ça a pas trop bougé. Ils ont grave Ça a bougé, pas trop Toronto. bougé, c'est vrai. Franchement. Je sais pas si vous êtes inspiré du coup par une équipe. Est-ce qu'il y en a une, vas-y Ben, est-ce qu'il y en a une comme ça où il y a un truc qui t'a surpris parmi tout ça, Timberwolves peut-être qui était très attendu ou les Cavs, enfin vas-y. Les Wolves, j'ai trouvé ça très bien. Enfin, très bien. Leur premier match On va pas être m'a d'accord. fait un peu leur premier match m'a fait rigoler, Constant, parce qu'en fait, ils ont donné beaucoup la balle à Rudy Gobert et j'ai fait OK. C'est un peu faire la passe à ton pote dans l'équipe. Ça durera pas 82 matchs, en fait. On sait parfaitement que c'était un espèce de cadeau de bienvenue. Et il y a beaucoup j'en parlais sur la conversation. Je pense qu'ils ont encore du mal ils sont à un moment où ils ne veulent pas fixer les rôles, notamment dans la distribution de shoot. C'est-à-dire qu'on voit bien sur certaines possessions, on voit à certains moments du match, un joueur, notamment avec Edwards et Towns, certains moments de certains matchs, un joueur va être mis en avant, Edwards par exemple, et il disparaît dans un certain moment d'un match. Parce qu'ils n'ont pas encore la hiérarchie qui est, je pense, établie, et c'est très intéressant de voir ça. Si je parle d'une autre équipe qui là est intéressante aussi. Les Hawks, eux, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec Dejounte et Trey, où ils essayent de faire jouer à mort les role-players à l'heure actuelle. Et eux se disent, bon, bah, la hiérarchie, on la connaît. Donc c'est un peu ce genre d'équipe qui sont, je pense, d'un côté, les Wolves, il n'y a pas de hiérarchie. Du côté des Hawks, on connaît la hiérarchie. Il faut absolument mettre en avant les role-players. Après, les Wolves, c'est particulier quand même comme cas, puisque quand tu regardes bien, si on se fie à ce qui s'est passé la saison dernière, leur meilleur joueur, c'est Karl Anthony Towns, et t'as l'impression, en fait, que c'est celui qui doit faire le plus de travail au niveau de l'adaptation. Il doit aller plus défendre sur le périmètre. Il a aussi moins de ballons puisque les clés de la franchise sont remises dans les mains d'Anthony Edwards. Donc, il a vraiment un gros travail d'adaptation. Or, c'est peut-être le joueur qui, enfin, quand tu prends ce qui s'est passé l'an dernier, c'est peut-être leur meilleur joueur, peut-être en dehors des playoffs. C'est peut-être leur meilleur joueur. Et c'était assez surprenant d'ailleurs quand le match contre le Jazz, notamment pour illustrer ce que tu disais, Ben, dans le match contre le Jazz dans l'overtime, dans la prolongation, où Edwards a littéralement disparu. Il est plus là, tu le vois plus. Il a disparu. Ouais, non, mais puis après, mais par contre, on a vu, voilà, tu parlais d'adaptation, on a vu des choses plus intéressantes. On a vu la dernière action du temps réglementaire, on va dire, qui finit sur le cross que tout le monde a vu de Russell. Le départ, c'est un pick and roll avec 4 en ball handler. Pick and roll, Karl Anthony Towns, Rudy Gobert. Donc voilà, ils vont essayer de nouvelles choses. Comme tu dis, Ben, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est assez diplomate. C'est un peu le mot de ce début de saison régulière. Il y a de la diplomatie un peu partout chez les équipes, forcément. Hein, de toute façon, des effectifs remaniés, il faut trouver le rythme et puis il faudra que ce soit un peu moins scolaire, justement, l'alternance entre les balles à Dilo, les balles à Anthony Edwards et puis le jeu avec les deux intérieurs, notamment, que ce soit un peu moins scolaire en alternance pour que ce soit un peu moins prévisible. Mais c'est quand même globalement, j'ai l'impression, enfin en tout cas, moi je trouve ça plutôt positif, plutôt encourageant. Constant, t'avais l'air d'être plus réservé, non? Ouais, bah, la diplomatie, en tout cas, elle n'existe pas entre les Raptors et le Heat. Ça, on l'a bien vu cette nuit. Il n'y a pas de diplomatie entre les deux franchises. Mais Christian Coloco a bien fait son entrée en NBA. Hein. Bonjour. 3 matchs, Ouais, bagarre clairement. générale. Non, alors moi, je suis moins positif que vous sur les Wolves parce que j'ai l'impression que il y a une friabilité mentale dans cet effectif qui datait déjà de l'an dernier. Et en fait, l'an dernier, ils ont globalement perdu la série contre les Grizzlies parce qu'ils avaient des trous d'air complets sur des cartons entiers.
En fait, je regarde Et que le les Grizzlies match étaient contre. meilleurs. Oui, si tu veux, si ça peut te faire plaisir. Euh, Je veux. Oui, je veux. Non, non, mais je taquine. Mais le Non, je premier sais match bien, t'inquiète. face au OKC, ils sont devant de 15 ou 16 points. Ils se font revenir dans le troisième quart parce qu'on fait rentrer Eugene Omoruyi. Personne va le connaître. Il y a que les Ouais. fans d'OKC qui vont connaître. Et on leur met un 22 ou un 22-5, un run complètement dément. Et contre Utah, c'est la même chose. Ils sont devant d'une quinzaine de points et ils se font remonter parce qu'ils ont un trou d'air dans le troisième quart. Je trouve que autant il y a des choses intéressantes, mais je revois encore cette friabilité mentale où il y a des passages où l'attaque ne tourne absolument plus et je me pose vraiment des interrogations de voir les Wolves. Là, ça fait que 2 matchs, donc ok. Si ça a tendance à se répéter plusieurs fois sur les 10 ou 15 prochains matchs, attention, parce que il y a un précédent avec eux. Est-ce que Après, la ils ont solution talent, miracle eux, serait Kyle Anderson? contrairement. Bah, Vas-y, il s'est Tom. blessé, le pauvre. Il s'est blessé au dos sur un écran. Je crois que c'est contre Il allait Utah. Ouais, je trop crois. vite. Il rentre, il rentre, il prend un écran et je crois il sort direct parce il se fait le dos. Mais en fait, eux, contrairement, tu vois, comme on a dit, contrairement aux Lakers, eux, ils ont un calendrier très 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 simple en fait au début de saison. Enfin, entre guillemets, ils ont un calendrier simple où ils ont le temps quand même de voir venir et de pouvoir tester avant que ça devienne vraiment difficile. Donc, faudra pas non plus qu'ils aient trop d'accros pendant cette période-là, ils auront pas vraiment un gros matelas après pour se rattraper, quoi. Ouais, tout à Puis, fait. Le strength of schedule, je vais aller chercher. Mais justement, on parlait du Jazz. Le Jazz, c'est une équipe intéressante qui fait parler beaucoup de monde. Là, je vois, il y a beaucoup de monde. Il y a Olivier qui nous dit pendant combien de temps le Jazz va ruiner mes paris. Amine qui dit qu'il y a trop de joueurs positifs pour tanker. Voilà, ça a beaucoup fait parler aussi. Alors, j'ai plus la formule exacte d'Ilias, mais sur le fait qu'ils avaient beaucoup de joueurs NBA aguerris. Je crois que c'était, certes, pas forcément bon, mais aguerris quand même. Voilà, et on le voit en ce début de saison, le Jazz qui est un poil à gratter, pour employer un terme poli, avec voilà, des Colin Sexton, des Rudy Gay, des Lauri Markkanen, des Kelly Olynyk, des Mike Conley, et puis Jordan bah, voilà, Clarkson. le tanking au Jazz est-il remis en question? Je vous pose la question. non. Non, non, pas du tout. Enfin, Non, non. c'est une équipe showcase. C'est une équipe showcase. Donc, les joueurs se montrent pour pouvoir être bien vendus ailleurs à la trade deadline. Je pense que c'est ça le deal, hein. Vous faites le job au début et puis ensuite, quand on va arriver en février, on essaie de vous trouver une équipe qui joue quelque chose ou dans laquelle vous allez plus fitter les ambitions. Et nous, on va continuer à jouer avec nos jeunes et on va rajouter nos tank commanders THT et Nickel Alexander-Walker. Ouais, tu vois, c'est ça. C'est ce qui va se passer, hein. Mais bon, après, c'est vrai que en y réfléchissant, tu vois, Danny Ainge, quand il a fait ses processus de reconstruction, notamment le plus célèbre à Boston, il a Il pas a jamais été totalement nul. explosé le roster. Voilà, c'est ça, il a pas vraiment explosé le roster non plus, puisque tu vois, l'équipe gagnait. C'est juste que ils utilisaient les tours de draft qu'ils avaient d'une mauvaise équipe, mais en gros, leur tour de draft ils étaient jamais si bas que ça, quoi. En gros, leur plus bas tour de draft qu'ils ont possédé pendant la période de reconstruction, c'est Marcus Smart. Marcus Smart, je crois que c'est 5 ou 6, Ouais. Mm. il me semble. Je crois que c'est 5 ou 6. Donc, au final, peut-être que ce sera pas ça, mais je pense que l'appel à victoire est tellement fort qu'ils vont se saboter. J'aime beaucoup la formule. Non, Non, bah, Vas-y, Constant. Les fantômes parlent entre eux. c'est ça. Non, bah, franchement, je sais pas si elle a des couilles ou si elle a du cœur, mais elle a un des deux, cette équipe de Utah pour l'instant. Je pense que je dirais plus qu'elle a du cœur, mais ouais, enfin, on parlait du fait que tu avais des joueurs qui étaient sur le côté showcase pour essayer de se trouver une autre franchise ailleurs, mais en fait, il y a des joueurs qui jouent juste leur avenir en NBA, quoi. Et moi, il y en a un qui me marque, et quand je parle de cœur, Jared Vanderbilt. Enfin, les 2 matchs de Jared Vanderbilt, ce qu'il apporte dans l'impact, dans l'intensité, dans le hustle, franchement, je suis impressionné de voir ce qu'il est capable de faire. Il y a 2 joueurs qui m'impressionnent de par leur niveau, c'est Jordan Clarkson qui, même si je sais qu'il a loupé des paniers, j'ai pas l'impression qu'il ait loupé un panier depuis le début de saison. Et c'est Mike Conley. Mike Conley, on le voit, à la fin de match contre Minnesota, c'est lui qui prend les commandes dans le clutch et qui clairement montre que Mike Conley, il a encore de sacrés restes. Donc même le travail de Will Hardy, on peut en parler, mais coach rookie, plus jeune coach de la ligue, avec un effectif pas forcément évident, il arrive à en tirer largement quelque chose de cet effectif. Donc à voir combien de temps ça va tenir, pas longtemps à mon avis,
mais t'as 2 victoires de prestige contre Denver et contre Minnesota. Et voilà, c'est une équipe qui va peut-être pas gagner beaucoup de matchs, mais en tout cas, je pense, va ravir les fans du Jazz. Après, pour Vanderbilt, tu vois, c'est un peu deux revenge game, puisqu'il a le revenge game par rapport à Denver. Ouais. Bah, Lee Beasley aussi, un peu le revenge game, parce que, enfin, il était un peu partout, tu vois. Peut-être que ça va peut-être un peu, ça va Vu qu'ils diminuer ont, avec, ils ont plein avec de les mecs matchs. qui viennent de partout, ça va être tout le temps un revenge game. Enfin, chaque soir, ils peuvent. Bah, c'est l'avantage de cette construction d'effectifs, comme disait Constant. C'est-à-dire que comme tu as plein de mecs qui sont en train de soit jouer leur contrat, soit en train un peu de jouer leur place, qui ont une espèce de revanche. Voilà, par exemple, Mark Cannon par rapport à ce qu'il n'a pas réussi à faire ni à Chicago ni à Cleveland. Ouais, ça Bah, fait déjà 2 revenge games, tu vois. Oui, non, mais tout à fait. Non, et puis c'est aussi des joueurs qui, en début de saison, est-ce que c'est pas les. Je pense que pour un coach rookie, en plus, ça doit être le plus sympa à coacher. C'est-à-dire qu'en début de saison, c'est les joueurs qui ont tous envie de se donner, qui ont collectivement envie, en fait, finalement, de s'exposer et ils ont envie de gagner des matchs parce qu'ils ont tous ce même sentiment de revanche, genre on est sous-estimé. Bon, voilà, ça crée un espèce voilà, une petite solidarité d'équipe qui, bon, comme vous l'avez dit, Constant et Tom, peut-être sur la durée, c'est un peu plus limite, mais en tout cas, en début de saison, c'est assez kiffant. Je pense qu'ils se font plaisir et ça fait toujours plaisir à voir. Et Ben, ça fait 3 fois qu'on. C'est ça le problème d'être fantôme, c'est que tu peux pas faire coucou en disant non, c'est bon, c'est à moi. Donc, vas-y, exprime-toi sur, sur Utah. Non, j'ai pas grand-chose à dire sur Utah. Je suis assez d'accord avec Tom. Danny Ainge, il veut jamais. Surtout, je pense qu'à Utah, on a dû lui dire qu'on peut pas proposer un produit absolument détestable, mais ils vont faire les mouvements bientôt. Après, c'est une équipe qui a du cœur, mais regardons les adversaires encore une fois. Pour revenir sur ces matchs, effectivement, le match contre les Wolves, c'est un peu une caricature de ce que font de mauvais les Wolves actuellement. Et les Nuggets Denver. font objectivement un très mauvais match quand ils les jouent. Donc, à voir ce qu'ils vont donner. Mais effectivement, ils vont être kiffants aussi parce que tu ne sais jamais d'où ça va venir. Mais je pense c'est une équipe qui, je pense, sera en négatif au bout de 10 matchs. Enfin, je serais étonné. Alors là, ça peut être une mauvaise take. Ils seront à l'équilibre en négatif au bout de 10 matchs parce que ça va pas durer comme ça. Mais c'est typiquement une équipe qui, sur un début de saison, est embêtante à prendre. Après, ils ont justement, Tom, tu parlais de la difficulté du calendrier pour faire la force du calendrier, pour faire la traduction littérale. Utah, il commence très dur, parce que sur le papier, c'est censé être dur, et c'est de plus en plus simple. C'est une droite, alors, strength of schedule au fur et à mesure de l'année. Donc peut-être que ça va. Ouais, est-ce que ce sera pas l'équipe, la fameuse Ben, tu sais, qui fait plus de 10 victoires que ce qui a été prévu? Tu crois pas? J'ai oublié de poser cette question, on avait prévu cette année. Je crois pas en Utah parce que ça irait trop contre leur politique dans les tâches supérieures. Mais à voir. Peut-être que ça peut être eux. À voir parce que il y a quand même des tankers qui sont en train, notamment les Houston TikTok, qui sont quand même en train de prendre qui sont en train de prendre pas mal d'avance. Aïe, aïe, aïe. Même Et puis Orlando. la Sur le victoire périmètre. Oui, c'est à Orlando. Non, mais ce qui fait que globalement, je pense que les équipes annoncées bas de tableau, il y aura du mal à dépasser, passons à ce sujet, à dépasser le nombre de victoires espérées. Je pense que l'équipe qui fera l'équipe surprise, comme d'habitude, ça ressemblera plus à ce que nous a proposé Memphis l'année dernière, par exemple. Une équipe annoncée bataille playoff et qui sera un peu plus haut. Pour ceux qui seront en dessous, bon, à un moment donné, comme disait Constant tout à l'heure, l'appel à victoire, c'est important. Peut-être, je sais pas, peut-être que ce sera les Pelicans qui sont bien partis. Moi, perso, j'y crois pas, mais peut-être que ce sera eux. Sachant qu'Orlando, ça va encore. Pour avoir vu Orlando, mis à part Mo Bamba qui se prend pour KD, c'est insupportable, Mo Bamba, à avoir joué. C'est Non, c'est trop bien. insupportable, ce mec. Il a toujours bien. plus ou moins fait ça. Hein. Ah, mais là, c'est insupportable. Vraiment, le mec prend 70% de ses tirs à 3 points. Vraiment, il se prend pour KD. Mais à part ça, Il a peut-être vu enfin, Victor. enfin, moi, ne suivant pas la draft Banchero, c'était la première fois que je voyais vraiment. Super intéressant. Wagner, c'est bon. Wendell Carter, je sais qu'on en a parlé dans la conversation aujourd'hui, même si je pense qu'il est un peu quand même chouïa, peut-être un peu vu trop beau. Ça reste un joueur très solide. Donc, ils ont des jeunes intéressants, mais ils font 0-3 en fait. Le bilan ment un peu en début de saison, s'il faut se l'avouer. Est-ce que c'est pas ça le tanking parfait? Bien sûr. Bien sûr, c'est ce que fait Tu vois, eux, OKC. je les aussi, vois hein, mal. globalement. Mais tu vois, je les vois mal, Orlando, en fin de saison, perdre tant de matchs que ça. Quand il y aura les Tankticos, je les vois mal perdre, en fait, les Tankticos. Non, mais tout simplement parce qu'en fait, qui tu vas faire, en fait, en gros, quand tu regardes leur rotation, à part peut-être donner 48 minutes à RJ Hampton, je sais pas comment ils peuvent faire pour tanker vraiment l'équipe, puisqu'au final, On donnait en fin de 48 à saison, Jalen Suggs, actuellement.
Oui, mais tu vois, je pense qu'en fin de saison, Jalen Suggs, c'est quelqu'un quand même qui te donne un certain niveau plancher. Et quand tu reprends leur rotation, t'as quand même des gars solides, tu vois. Ouais, Et bien sûr. au final, tu vois, si tu veux tanker et faire jouer les jeunes, ils ont pas de vieux, ils ont pas tant de vieux que ça, en fait. C'est Terence Ross Donc, le en plus fait, vieux, ils vont non? jouer, c'est ça, donc ils vont continuer à faire jouer les mêmes mecs qui jouent depuis le début de saison, tu vois, pour développer les automatismes. Et je pense que, eux, en fait, le niveau qu'ils ont aujourd'hui le niveau qu'ils ont aujourd'hui est moins intéressant que le niveau qu'ils auront en fin de saison. Et vu qu'en fin de saison, il y a beaucoup d'équipes qui vont s'affaiblir pour pouvoir jouer la course au tank, bah, eux, ils ont moins de marge, je trouve, pour pouvoir s'affaiblir et se mettre au niveau de ces équipes-là. Donc, je pense qu'ils vont gagner des matchs à cause de ça, hein. Ce qui est assez fou à dire quand on voit leur nombre de blessés ou de mecs incertains qui jouent pas beaucoup de matchs. On pense à Markel Fultz, à Gary Harris, à des Jonathan Isaac. Il y a beaucoup de monde qui voit pas forcément le terrain et pourtant tu as l'impression ils ont des joueurs à mettre, comme disait Tom. Même si peut-être que certains pourraient partir, genre Terence Ross justement, là en le citant. Peut-être que dans la saison, c'est un gars où tu peux trouver preneur pour récupérer Mais des pics ou des qui en bêtises. voudrait? Mais c'est ça le problème, tu vois. Qui voudrait de Terence Ross? Terence Les Ross, ça fait Lakers. 3 ans qu'il doit partir. Hein. Ouais, ouais. Bah, non, mais c'est parce que tu vois, enfin, tu veux de Terence Ross. Est-ce qu'une équipe qui veut faire quelque Franchement, chose en playoff veut Terence Ross? alors Non. une équipe qui veut faire quelque chose pour aller loin, je ne pense pas. Effectivement, ça a été prévu. Mais là, tu vois, dit comme ça, et après, bon, je sors d'un match hier soir des Bulls qui était très compliqué, mais dit comme ça, il y a moyen que moi, ça m'intéresse. Mais bon, après, il faut Mais avec voir le quel salaire package, tu etc. matches? Avec quel salaire tu matches, tu vois? Kobe Mais White? oui. Oui, mais oui, oui. Bah, Kobe Kobe White. White contre Terence Ross? Pour sauver un peu Adrien de cette sauce dans laquelle il s'est mis, je te sauve. Je me suis mis tout seul. Hein. En fait, c'est une mauvaise. Je joue plus à Touquet depuis très longtemps, mais pour un peu paraphraser ce qu'a dit Tom, là où le Magic c'est assez intéressant, c'est que si on était sur Touquet, ils ont un paquet de mecs. Alors je sais plus comment on note sur Touquet, mais entre 70 et 75, ils ont un paquet de mecs en dessous de la moyenne à leur poste, mais pas qui ont une place, Et la pas place en cataclysmique. dynamique en fait. Exactement. Et du coup, effectivement, ça donne une équipe. Moi, franchement, Franz Wagner, j'ai pas beaucoup vu jouer l'année dernière, mais il a mis de ses sauces à Dejounte Murray sur le pick and roll des fois sur séquence. Il prend le pick, il le met dans le dos. Dejounte Murray All NBA defense, bah non, pas vraiment sur ce match, sur certaines séquences. Donc vraiment, c'est une équipe. Je pensais jamais dire ça, mais je pense que je vais la regarder un peu parfois. On va jamais dire ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait un joueur que t'aimais bien dans cette équipe quand même. Ouais, mais à cette époque-là, j'étais encore au collège, Adrien. Donc On se fait vieux. Ça me- C'est la troisième reconstruction post-Dwight, hein, mine de rien. Donc, va falloir que ça prenne un peu, hein. ah non, j'étais au lycée. Correction. Non, après, voilà, je vois Amine qui nous dit le Magic est sérieux en défense aussi. C'est ça aussi. C'est que t'as toujours. Bon, ça, c'est la fameuse construction Magic, l'espèce de running gag, mais ils sont longs. Tu l'as dit, on voit, on voit Banquero qui est plus que correct. C'est vrai que c'est une équipe qu'on voit mal quand même faire 0,82 au final. Bah, Même si j'exagère. globalement, ça, c'est une réflexion que je me suis fait déjà l'an dernier. Et finalement, le début de saison des Spurs me pousse à pousser cette réflexion encore plus loin. C'est que il y a tellement trop de talent dans chaque équipe NBA. En fait, on n'est plus comme il y a 20 ans où tu avais un match déséquilibré où l'équipe était sûre de gagner. C'est-à-dire que si tu joues un peu en traînant des pieds, exemple des Sixers cette nuit, bah, tu vas te faire taper en fait. Et je vois de moins en moins en fait des équipes faire des saisons cataclysmiques à moins de 20 wins en fait. Parce qu'on est dans une ère où il y a tellement de talent que ouais, quasiment n'importe qui peut battre n'importe qui sur un match, quoi. Il y aurait des gros upsets théoriquement, hein, mais ouais, non, mais je Bien vois ce que sûr, tu veux dire. mais ça Mais peut après, c'est arriver. ce qu'on se disait sur les Spurs. Hein. Les Spurs, on les voyait pas avoir justement allez, plancher de talent suffisant pour gagner beaucoup de matchs. Hein. Bon, même si ça part bien, pas sûr qu'on en voit beaucoup plus quoi, de victoires. Enfin, je sais pas. Peut-on parler des Houston Rockets? Moi, les Spurs, je serais surpris que les Spurs gagnent, plus de 20 matchs, hein. Franchement, ils sont bien partis, mais, enfin, les En tout cas, ils vont pas en Sixers étaient gagner bien 12, partis quoi. aussi avec Carter Williams, tu vois. Ils vont pas en gagner 12, mais je serais surpris qu'ils en gagnent 25, tu vois. Ah non, Ouais, c'est vrai que c'est mais peut-être un peu plus lissé, comme tu dis, Constant. bien sûr. Donc, les Tu veux Non, parler Rockets, des mais Rockets, Ben ouais, parlons des Rockets. les Non, portes moi, salées, les Rockets. moi, ça, j'avoue que, comment dire, j'ai rarement vraiment c'est pas de la haine. Non, ce n'est pas de la haine. J'ai vraiment, L'aversion. c'est un peu de l'aversion, mais en tout cas, c'est du dépit envers, enfin, cette équipe. Moi, je suis vraiment, quand je la vois jouer, ça me, ça me rend triste parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on donne pas parfois certains outils à certains jeunes de l'effectif pour réussir, en fait.
C'est-à-dire que vraiment, en termes de costume, on parle souvent de notre théorie du costume, on donne trop de ballons à certains jeunes joueurs, je pense. Alors, effectivement, Sengun, on en avait rigolé pendant nos previews, en espèce de super sixième homme, super sub, je vois un peu l'idée. Moi, je trouve qu'au niveau de la structure, cet effectif-là est toujours très faible. Alors, il y a des séquences défensives. On a parlé un peu des Lakers ou sur le backcourt des Sixers. Il y a des séquences défensives des Rockets. C'est pas possible. C'est-à-dire que j'ai regardé, parce qu'on m'a fait la réflexion. J'ai regardé le match de Ja Morant contre les Rockets. Alors oui, Ja Ah. Morant reste sur la finition au cercle, c'est n'importe quoi. Je veux dire, il fait des trucs Oui. qui sont totalement inhumains. Il finit, j'ai l'impression que ça marche tout le temps. Mais sur les close-out, alors oui, Ja Morant ce n'est pas le meilleur shooter de l'NBA, mais sur certains close-out, je vois Jalen Green, mais à la rue, et c'est le deuxième match de la saison. Essaye quand même de close-out, soit un peu plus dans la violence ou je ne sais pas. C'est une équipe qui me désole vraiment, moi, ces Rockets, vraiment. Et ça fait 2 ans qu'ils me désolent comme ça. Bon, Bah, moi, il y après, a c'est deux une équipe choses. qui, je trouve, a un problème de... Ah, vas-y, Constant, vas-y, Constant. Merci, excuse-moi. Il y a deux choses que je voudrais dire sur les Rockets, c'est que Stephen Silas a quand même dit, je pense qu'on peut être une bonne équipe défensive. Voilà, ça c'est le premier truc. Et deuxième truc, c'est que j'ai lu plusieurs fois, hein, pas qu'une seule fois, hein, sur Twitter, que Jalen Green était un défenseur sous-estimé. Mais Par pas dans la lui-même. navigation d'écran, hein. Pas dans la Je sais pas navigation si c'est d'écran, par en tout cas, lui-même, hein. mais ouais, non, mais les Rockets, moi ça me, voilà, bon, je suis fan de Casey, machin, machin, mais les Rockets, j'ai envie de les regarder, franchement, mais défensivement, c'est tellement infect que ça me donne plus envie. Parce que Jalen Green fait quand même un bon début de saison, Mhm. mais comme le dit Ben, il y a des problèmes de construction de ce roster. Déjà, d'où ça va faire 2 ans et demi que ton meneur, c'est Kevin Porter Jr. et que tu te dis: «Ouais, ouais, franchement, Kevin Porter Jr., meneur de jeu, il y a pas de problème, quoi». Il y a un moment, voilà, où, ça me pose des interrogations. L'utilisation de Jabari Smith aussi, qui a été drafté, en 3e position. Bah, en fait, j'ai l'impression que justement, en termes de répartition du gâteau, bah, tu as Jalen Green qui prend les 3/4 de la part du gâteau, tu as Alperen Sengun qui prend la dernière part et en fait, Jabari Smith, il se retrouve à prendre des 3 points contestés en pull-up très difficiles et vraiment c'est difficile de voir, Jabari Smith. Alors il y a Tari Eason qui se démarque du lot parce que lui, pour le coup, full hustle et cetera, donc il est intéressant. Mais des Josh Christopher, de Ousmane Garouba, tous ces jeunes-là qui ont été piques l'an dernier, j'ai l'impression qu'ils ont déjà un peu disparu de la circulation, quoi. C'est Ouais, un l'interrogation peu, que ouais. je me pose sur Houston, c'est que pour moi, c'est des joueurs à talent, Garouba, Josh Christopher, et cetera, mais ils sont tellement noyés sous, Eric Gordon prend beaucoup de minutes, il y a Jason Tate qui va revenir et qui va probablement starter. Ils sont tellement noyés sous l'impact de 2 ou 3 joueurs seulement que ça les broie complètement. Après, le coach, il joue aussi, il joue son avenir, hein, comme Ben le disait, avec un tel pourcentage de victoires, c'est difficile de retrouver un job. Donc, ok, faire grandir les jeunes, c'est important, mais il faut quand même que lui puisse montrer un produit décent. Et je pense que c'est aussi pour ça que tu as beaucoup de minutes de quelqu'un comme Eric Gordon, et même que dans le 5 majeur, qui a un peu de stagger en termes de minutes, où tu vois, il va pas mettre ensemble Şengün, Green, Porter et Jabari Smith. j'oublie son prénom. Jabari Smith, tu vois. Il va être obligé de faire du stagger. Et voilà, ça c'est la construction de l'équipe qui est un peu bizarre. Et puis après, Green, c'est quelqu'un qui est vraiment à sa décharge, c'est quelqu'un qui est vraiment très explosif et tu sens que tu sens qu'il a c'est un joueur qui peut aller très haut. C'est-à-dire Mmh. que, tu vois, enfin, d'une nuit à l'autre, quand tout clique pour lui, c'est quelqu'un qui peut vraiment aller très haut, qui Mmh. peut vraiment être instoppable. Mais le problème, c'est que de l'autre côté du terrain, faut qu'il s'améliore un peu. Faut qu'il s'améliore un peu. Et après, leur problématique, c'est que, Beaucoup. enfin, quand tu regardes Houston, globalement, et même, bah, tu vois, avec Porter Junior en meneur de jeu. Ce qui a été dit, notamment ce qui est sorti de chez eux, c'est que par exemple, ils voudraient le voir un petit peu plus jouer off-ball avec Jalen Green balle en main, puisque l'an dernier, Porter Junior, c'était un joueur qui était dans le 99e percentile sur tout ce qui est catch and shoot. Donc ils veulent voir Jalen Green avec plus de responsabilité balle en main et Porter être enfin un peu dans un rôle de meneur inversé quoi. C'est le meneur c'est le meneur sur le papier, mais globalement le meneur ce serait Green.
Sauf que Green, il a pas encore la diffusion pour les autres, quoi. Et je trouve que c'est une équipe qui manque tellement de passing, tellement de fluidification dans le jeu. C'est triste. Après, c'est une jeune équipe. Moi, ça me fait Ouais. beaucoup penser. Ah, je suis désolé, Adrien, mais c'est une Vas-y. co-présentation. Je te lance dessus, Adrien, sur cette question. Moi, ce cas Houston me fait beaucoup penser à la structure que tu offres aux jeunes joueurs dans leurs premières années. C'est-à-dire que je suis désolé, quand je vois jouer Jalen Green, il est en train d'acquérir un paquet de mauvaises habitudes défensivement et dans d'autres aspects du jeu. Et je me demande à quel point ça, il pourra le gommer. Et c'est même pas contre lui, en fait. C'est tout simplement, bien évidemment, quand ta défense dans un naufrage collectif comme celle de ce qu'est la défense des Rockets, malgré tout le potentiel offensif qu'il a, parce que comme le dit Tom, sur séquence, l'explosivité, enfin, sur séquence, le match quand t'as Ja Morant d'un côté et Jalen Green de l'autre, enfin, ça va très très haut, ce match-là, mais en termes de prise et d'acquisition de mauvaises habitudes, moi je trouve que c'est vraiment négatif ce qui se passe. Ouais, c'est un sujet qu'on avait un peu abordé dans le podcast sur l'héliocentrisme et de prendre des bonnes ou des mauvaises habitudes sur différents joueurs, enfin, que ce soit en tant que Soleil ou en tant que role-player d'ailleurs. Après, moi, la question que tu poses, je pense qu'elle est légitime, mais je me la pose surtout de manière mentale, psychologique. Parce que, genre, Jalen Green, il a assez, enfin, on le voit tous, il a assez de talent, je pense, pour que certaines de ses habitudes, il puisse les gommer et se concentrer sur les bonnes choses une fois remis dans un contexte correct. Le truc, c'est que avec ces Rockets, moi, c'est la réserve principale que c'est que j'ai vraiment l'impression, enfin, c'est vraiment c'est une équipe de pick-up, quoi. C'est-à-dire qu'ils jouent chacun leur tour, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a aucune substance. Enfin, alors, il y en a d'autres, des équipes qui n'ont pas de fond de jeu très développé, et j'inclus la mienne d'ailleurs pour bien montrer que c'est pas une question d'affinité. Mais vraiment, enfin, genre, c'est à toi, à moi, on parlait souvent de ça là, entre les deux, Kevin Porter Jr., Jalen Green, et je me demande à quel point, enfin, en termes comment dire, de charge mentale, entre guillemets, c'est pas le bon mot, parce que celui-là est un peu connoté, mais disons que psychologiquement, ça va affecter, et à quel moment est-ce que Jalen Green, dans sa carrière, va soit péter un plomb et dire virez-moi tout le monde, et c'est moi qui veux être le patron, et dans ce cas-là, il risque de garder des mauvaises habitudes, comme tu dis, soit arriver à un point où il dit peut-être que il faut commencer à se raisonner et devenir un vétéran plus raisonnable, et justement gommer certaines mauvaises habitudes pour essayer de rentrer dans un basket un peu moins champagne et un peu plus comment dire, rationnel, quoi. Moi, c'est la question principale que je me pose. Mais effectivement, les habitudes, de toute façon, c'est un peu des deux, hein. Les habitudes, c'est moteur et aussi psychologique, quoi. Ouais, Après, puis c'est peut-être le Phoenix pré-Chris Paul, tu vois. ouais. Non, mais enfin, pour Const- rebondir sur Jalen Green, moi je voyais beaucoup de fans des Rockets en début de saison dire jusqu'à combien de moyenne de points sur cette saison va monter Jalen Green. Moi je disais c'est pas la moyenne de points qu'il faut regarder de Jalen Green, c'est le nombre de tirs pris. Parce qu'en fait là Jalen Green c'est bien, il fait des cartons dans tous les sens, mais il prend quasiment tous les tirs de l'effectif. Il est pas efficient en plus. Contre Memphis il a été efficient, mais alors cette nuit contre les Bucks, oh, alors là c'était incroyable. Jabari Smith sur Giannis Antetokounmpo, c'était quand même. Enfin, C'est difficile. j'ai pas vu un film d'horreur aussi violent depuis très longtemps. Et Jalen Green, ouais, c'est bien, c'est que très fort. Mais à un moment, fait jouer un peu les copains aussi, laisse un peu la balle aux autres, parce que là, c'est vraiment. Tu regardes les 3 premiers matchs de Houston, hormis Sengun qui a eu un bon passage contre Memphis, t'as vraiment l'impression que c'est le one match show Jalen Green, quoi. Alors que pourtant, offensivement, il y a de la qualité, tu vois? C'est pas comme au OKC, par exemple, où tu as Shai Gilgeous-Alexander qui est à peu près le seul à être capable de mettre la balle dans le panier, où du coup, il est obligé de faire beaucoup de choses. À Houston, il y a de la qualité offensive, mais pourtant, tu vois Jalen Green partout, quoi. Et cauchemar avec des têtes de Jalen Green qui passent un peu partout. Je sais pas si Tom, tu voulais rajouter une dernière chose dessus ou pas? Non, non, du Non, tout. non, c'est bon Du tout. sur Houston. Bah, du coup, on va arriver vers le bout de cela, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on est ensemble. Je sais pas si nos amis qui sont dans le chat avec nous veulent rajouter, veulent poser des questions, des sujets qu'ils veulent aborder. Déjà, bonsoir à la belette qui arrive au bon moment, du coup, pour poser des questions. On va conclure tranquillement avec vous. S'il y a des choses qui vous ont choqué, s'il y a des premières enflammades, s'il y a. Bah, tiens, d'ailleurs, tous les trois qui étaient avec moi, je vous lançais sur une première chose. Est-ce que déjà, là, au bout de 3 matchs, pour pas parler de conclusion hâtive, plutôt, vous avez des regrets de genre des previews, des choses que vous avez vu venir, vous dites ah ça j'aurais peut-être pas dû, dans le bon ou dans le mauvais sens. Est-ce qu'il y a des choses voilà qui vont un peu à l'encontre de ce que vous avez pressenti cet été? Moi j'aurais dû mettre mon livret A sur le under des Hornets, mais ça c'était un truc que je pense. C'est clair, ça c'est clair. C'est clair. La Book Night, J'y c'est pensais terrible. déjà un Book peu Night est avant terrible. ça. Les Ils ont quand même Wizards me battu, paraissent moins les fake Spurs que de 20 prévu. points. Ah mais pas du tout. Ah bah alors là, bah tiens, ouais, ça tu m'intrigues Constant parce que justement je les ai vus moi les Wizards,
sur le papier, moi, j'ai trouvé plutôt bon et bon, on les a joués. Et oui, en fait, il y a des bons joueurs de basket. On parlait, enfin, tu vois, Orlando en mieux. C'est-à-dire que t'as peut-être pas en termes de talent, tu vas aller plus haut, même si t'as quand même Bradley Beal, mais tu vas pas aller tout en haut. Mais c'est-à-dire que le niveau plancher d'une bonne partie de l'effectif est assez élevé. Et en fait, t'as une bonne équipe de basket, les Wizards. Ils vont être voilà, un peu une espèce de juge de paix, de gatekeeper, comme on dit. À l'Est, il y a bien moyen. Même si je vois grâce Samuel du coup qui nous dit les Wizards c'est l'effet début de saison, on sait comment ça va se finir. Bon, c'est vrai qu'ils ont un peu cette mauvaise habitude, on va pas se mentir. Mais tu vois, dans le même registre, les Knicks, je les ai trouvés plutôt intéressants. Enfin, la rotation des Knicks est plutôt intéressante. Enfin, leur banc n'est pas dégueulasse. Je refuse Faut de voir commenter les jusqu'où Knicks, le Ben. 5 faut voir jusqu'où le 5 majeur peut les emmener, mais je trouve que enfin, quand tu prends les joueurs qui sortent du banc, c'est une équipe qui a un plancher plutôt solide, en fait. Moi, j'ai 2 mots pour les Knicks. Cam Reddish. Incroyable. On voit enfin Cam Reddish. Non, on voit aussi la différence. Brunson sur le début de la saison, alors c'est pas l'équipe que j'ai le plus vu encore les Knicks, mais la propreté de Brunson, bah oui, quand t'as un meneur compétent, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en NBA. Donc à voir, mais c'est une équipe sur laquelle je vais m'intéresser. Je vous avoue que moi, vraiment, sur ces premières nuits, j'ai beaucoup regardé Wolves, Cavs et Hawks, parce que c'était les équipes qu'on avait beaucoup mis en avant durant l'intersaison. Donc on n'a pas parlé des Cavs. Un petit mot Cavs. Honnêtement, sur séquence, si ça clique, ils vont être très, très, Ils sont très, très forts. très, très forts. Vraiment. Le truc, c'est que le souci, entre guillemets, de leur saison dernière, le point principal à améliorer, c'était leur attaque. Il n'y a toujours pas de fond de jeu extraordinaire, parce que ça passait par est-ce que Darius Garland était trop fort, oui ou non. Certes, il est très fort, mais au bout d'un moment, ça devenait fatigant. Bon, là, l'alternance avec un Mitchell, du coup, on va parler de ce match horrible que j'ai vu hier soir, mais un Donovan Mitchell qui est très propre, en fait. Je l'ai vu très propre, très serein, toujours, qui a retrouvé la confiance, et peut-être un peu plus... Alors bon, on en a beaucoup parlé, ça fait les polémiques, mais je sais pas, peut-être un peu plus rassuré par ses coéquipiers. Evan Mobley qui est une vraie solution, ils sont hyper dissuasifs toujours à l'intérieur, ils sont très difficiles à manœuvrer. L'alternance quand t'as Kevin Love qui rentre et qui écarte le terrain. Un Caris Levert qui, bon, hier un peu plus, on a retrouvé le Caris Levert cher à Tom, qui aime beaucoup tirer et beaucoup moins passer la balle. Mais quand il y a Darius Garland, j'ai l'impression que la hiérarchie est claire aussi du côté des Cavs et qu'on est à peu près à l'abri d'espèces de polémiques entre c'est Garland et Mitchell qui ont les clés en attaque, c'est Mobley et Allen qui gèrent comment ça se passe en défense. Et ouais, les Cavs, il y a un monde où les Cavs peuvent être vraiment bons, ils sont kiffants à avoir joué. Par rapport aux Cavs, juste un truc, alors c'est de l'analyse corporelle mauvaise, mais par rapport à ce que tu as dit, Adrien, il y a un moment où je me rappelle l'image, c'est dans le match contre Toronto, faudrait que je la retrouve, où ils discutent beaucoup, c'est une équipe qui se cherche actuellement, et t'as Mitchell qui fait un signe de la main, c'est le mauvais moment pour pas voir sa caméra, c'est Mitchell qui fait un signe de la main en disant un moment calme, etc. Il y a vraiment la sérénité qui se dégage d'une équipe qui a ajouté un All-Star. Donc moi, ça me... à voir, mais alors ils perdent le match contre Toronto, mais sur séquence, ils sont beaucoup plus forts que Toronto en fait. C'est-à-dire que Toronto a fait un match à la Toronto, je trouve, où ça a été une équipe qui a été un peu plus constante, je pense, sur ce match. Mais il y a des flashs de Cleveland qui m'ont assez impressionné, moi. Il y a Amine dans le chat qui nous demande si vous voulez dire un mot sur les Nets. Évidemment, Nets, ce grand débat éternel, on en a beaucoup parlé pour cet été. Qu'est-ce que vous inspire ce début de saison des Nets? Je pas, tiens, Constance, elle est pour toi celle-là. Qu'est-ce que t'en penses si tu l'as regardé d'ailleurs? Merci Royce O'Neal. Et globalement, c'est ce que je peux dire. Merci Royce O'Neal pour mettre des grands 3 contre les Raptors, parce que sinon ça commençait à être chaud. Premier match dégueulasse face aux Pels. Ils se font rouler dessus. C'est un enfer. Deuxième match contre Toronto, un peu meilleur, même si Kyrie... Enfin, il y a un moment, moi, le niveau de Kyrie face aux Raptors en termes de croquage, là, c'était quand même assez violent. Euh, on attend de juger, on attend un peu plus. Ben Simmons, il a été mauvais face aux Pels, il a été bien meilleur face aux Raptors. On attend de voir un peu plus de matchs, un échantillon un peu plus grand, mais ils ont l'air d'être, pas dans le haut de la conférence Est, mais d'être une équipe, voilà, top 5, top 6, là où on les classait à peu près, quoi. J'attends de voir, tu vois, par exemple, je serais très curieux de voir un match entre les Nets et les Cavs pour voir ce que ça pourrait donner, cette opposition.
Je suis très curieux. J'attends de les voir en fait face à leurs concurrents à l'Est pour vraiment juger de leur niveau pour l'instant. Là, je suis plus dans l'expectative et de dire bon, ils sont bien fait rouler dessus contre New Orleans. Attendons face à leurs concurrents directs à l'Est. Quel sentiment, Tom, toi? New Orleans, c'est impressionnant au rebond d'ailleurs, au rebond offensif. Ouais. Nettoyage, sacré nettoyage, New Orleans. Les Nets, moi, franchement, j'ai pas beaucoup vu. J'ai vu un petit peu contre New Orleans. J'ai vu toute la fin de match contre c'est Toronto. Ouais. Toronto. C'est contre Toronto. J'ai vu la fin de match. Donc, pas hyper surprenant. Après, bon, Kyrie se sort les doigts. Il met un tir assez clutch. Défensivement, c'est une équipe que je trouve pas. En fait, je les trouve vraiment. Je les trouve faibles. Il manque de force. C'est une équipe qui manque de force. Et ça se ressent. Après, je pense que c'est une équipe qui va, je pense, surprendre par certaines séquences quand ils vont retrouver les shooters, parce qu'ils ont quand même pas mal de bonnes positions. Et rajouter un Seth Curry, rajouter un Joe Harris dans ce mix-là, je pense que c'est une équipe qui va poser pas mal de problèmes et qui va forcer en fait certaines équipes à devoir mettre plus de feu sur le terrain. Et du coup, en faisant ça, eux, ils pourront aussi défendre plus facilement puisqu'il y aura moins de bons défenseurs de l'autre côté. Ben, toi, tu les as comment, ces Nets? Bon, je peux en faire glisser un petit mot très rapide juste sur Ben Simmons, comme disait Constant. Un premier match très compliqué qui commençait à faire peur. Moi, le deuxième match m'a plutôt, alors rassuré, c'est pas un grand mot, mais je me dis qu'il existe un monde où Ben Simmons arrive à trouver sa place. Donc c'est peut-être un petit motif d'espoir, mais on n'est que sur 2 matchs, évidemment. Je dirais juste, j'aimerais bien qu'ils tentent plus de tirs dans la peinture, les Nets, en fait. J'ai l'impression qu'ils tirent pas assez près du cercle, et ce sera une des missions de Ben Simmons, sachant que on essaye de le chercher encore. Ça risque d'être compliqué, sans mauvais jeu de mots. Je te vois rigoler, Adrien, c'est pas bien. Du coup, mais juste ça, après, c'est une équipe qui, alors oui, il y a eu l'ajout de Ben Simmons, mais je parlais de sérénité du côté des Cavs, ou en tout cas de notion de rôle. Là, on voit encore que c'est une équipe qui est en rodage du côté des Nets, mais c'est pas non plus. En gros, les débuts de saison, c'est absolument catastrophique et on arrête tout, soit on en parle parce que c'est très bon. Les Nets, ils sont plus ou moins dans ce qu'on attendait, mais moi, j'aimerais juste les voir prendre plus de tirs à l'intérieur. Ils prennent pas assez de tirs à l'intérieur. Ils sont beaucoup dans le 3, un peu dans le mi-distance, un peu compliqué. Je veux qu'ils se créent des tirs faciles à l'intérieur. Le différentiel visuel avec les Pels, Tom parlait des rebonds, et aussi à l'intérieur. La force, ouais. Il est violentissime, en fait, quand tu regardes ce match-là. Donc, quelque chose que j'aimerais bien qu'ils axent un peu. Après, comme disait Tom, c'est qui va y aller? Excuse-moi, Constant, mais juste, voilà, je pose la question, c'est qui va y aller mettre des paniers proches du cercle? Justement, je voulais dire, mention spéciale à Nick Claxton, dont j'aime bien le début de saison. Voilà, il y a Claxton, et globalement, c'est à peu près tout. Oui, mais c'est ça, t'as Nick Claxton, mais comme tu disais, Tom, il manque de force, quoi. Claxton et Simmons sont des joueurs un peu costauds. Allez, du côté du frangin Maurice, ça peut aller. Le reste sont quand même des joueurs qui vivent plus sur l'extérieur, quoi. Ouais, c'est ça. Et t'as pas d'athlétisme nord-sud. T'as pas, tu vois, enfin, Kyrie, ok, il se crée ses positions, mais c'est beaucoup c'est très artistique, en fait, Kyrie. C'est beaucoup de moves pour faire 2 pas, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, je dis pas ça de façon négligente, hein. Je dis pas ça de façon négligente, mais c'est pas quelqu'un qui, enfin, tu vois, on parlait tout à l'heure en début de podcast de la notion de premier pas. Ben, sur les premiers pas, ben, ils ont pas assez de jus pour aller jusqu'au cercle. Et c'est ça qui est assez tranchant. Quand tu vois, par exemple, ce qui se passe avec les Pelicans, ils te déciment à l'intérieur, vraiment. Te déciment à l'intérieur. Je me marrais parce que je vois le message d'Amine dans le chat qui dit comptez pas trop sur Simmons pour la peinture. Bon, on sait pourquoi. Et après, il met comptez pas trop sur Simmons pour mettre des points d'ailleurs. Voilà. Ah ben. les phrases assassines étaient dans le chat pour ça. Mais c'est vrai que la comparaison, allez, on peut peut-être finir sur cette équipe-là. Je pense qu'il a fait plaisir à beaucoup de monde. Les Pelicans, vous l'avez cité. Les Pelicans avec un Zion qu'on retrouve et qui nous rappelle à quel point il est impressionnant, à quel point il est kiffant à avoir joué. Les Pelicans qui repartent sur les bases de leur fin de saison dernière. Ben, est-ce que c'est pas aussi typiquement l'équipe qu'on va regarder un peu cette année, les Pelicans? Un peu, ouais. C'est alors 2 matchs et demi, mais c'est la meilleure. Alors 2 stats intéressantes. D'après Cleaning Douglas, ils partent sur une projection à 75 victoires. Je pense pas qu'on y sera. On va se tempérer. On va se tempérer. Et ils ont un offensive rating à 125. Je ne pense pas qu'on y sera non plus. Mais alors encore une fois, je vais me méfier de l'opposition.
mais j'en ai déjà parlé. Le différentiel, Tom en a parlé, hein, en termes de force, d'impact physique dans la peinture. Enfin, on a l'impression qu'on jouait pas au même sport de leur côté. Le retour de Zion est ultra rassurant en fait, parce on avait beaucoup de doutes. Ensuite, c'est une équipe. J'avoue que j'avais mes réserves. Alors, il y a que 2 matchs, donc on va se méfier. Mais il semble plus ou moins être parti sur les mêmes bases qu'avant. Donc, à voir. C'est bien alors là, je fais un peu des lieux communs. C'est bien de bien partir. Mais moi, je les attends vraiment contre des équipes qui auront, vous allez me dire qu'il n'y en aura pas vraiment, mais des équipes plus athlétiques, en fait, pour leur répondre. Parce que eux, c'est une équipe, ils ont besoin d'équipes très athlétiques pour leur répondre. Et dans le match par rapport face aux Nets, par exemple, j'ai rien vu, en fait. On veut les voir face aux Bucks ou face aux Celtics, ce type d'équipe. D'ailleurs, juste pour faire la transition, pour vous relancer, moi je voudrais aussi, alors c'est pas un mea culpa, mais quand même citer Brandon Ingram, parce qu'effectivement, peut-être qu'on l'a un peu snobé dans le DH20, il est vraiment très très bon là sur ce début de saison. Comme tu l'as dit, hein, c'est encore 2 matchs, hein, mais dans cette nouvelle génération d'ailiers, c'est vrai qu'on focus beaucoup sur Jason Tatum, et à juste titre, mais Brandon Ingram là continue, malgré la réintégration de Zion Williamson, à être très juste, à être très efficace, enfin bref. Il me fait kiffer, donc voilà. Petit shout-out Brandon Ingram. Je sais pas, Constant Tom, lequel de vous deux va enchaîner sur les Pelicans. Bah, moi, je l'avais pas snobé, hein, Brandon Ingram dans mon DH20 puisqu'il y était. Donc, C'est vrai. globalement, ça c'est. Mais bah, franchement, les Pels, tu vois, là, tu parlais d'avoir des regrets sur nos prévisions de début de saison. Je pense que j'ai le regret de ne pas avoir donné l'avantage du terrain aux Pels, quoi. C'est vraiment, je trouve impressionnant. Carrément. Ouais, après, moi, j'ai une affection de base pour les Pels et pour cet effectif, donc je suis peut-être un peu biaisé. Mais tu vois, on parlait du fait que athlétiquement, il leur fallait une opposition. Qui est capable de leur répondre athlétiquement, hormis les Bucks? Boston? Et t'as vite fait le tour, en fait, Ouais, globalement. Donc, moi, il y a une confrontation où je les attends. Bon, déjà, quand t'as Valanciunas, 4e option offensive qui prend les poubelles, c'est quand même vachement pratique, hein, parce que du coup, l'autre, il se régale sous le cercle avec les rebonds offensifs. Il y a une opposition où je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais je vais la surligner avec un gros feutre rouge. C'est face aux Clippers. Je suis très curieux de voir l'opposition de match-up entre les Pels et les Clippers, de voir quelle équipe va réussir à prendre le pas. Et ouais, encore une fois, c'est un peu comme pour les Nets, je les attends face à des gros, mais vraiment face aux Clippers, c'est une match-up où je suis vraiment très très curieux de voir comment ça peut se passer. Tom, la parole est à toi pour conclure sur les Pelicans et pour conclure peut-être le pod. Moi, je comprends les réserves qu'il y avait sur les Pelicans. Hein. Enfin, c'est une équipe qui est souvent vendue très haut depuis que Zion est arrivé, qui tape toujours le under dans les over-under et pas de peu. Donc, moi, je comprends les petites réserves. Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là, il y a plus de points de Zion. Il y avait beaucoup le fantasme point de Zion, voilà, il va martyriser tout le monde. Là, c'est post-up Zion. C'est post-up Zion et glace Zion. Et du coup, c'est très, très efficace dans la façon d'être. C'est très bestial. Et tu vois, par exemple, je regardais un peu, tu vois, les stats au niveau des post-up. Alors oui, il est pas très efficace, mais aujourd'hui, le post-up, ça représente 35% de son jeu. Et enfin, en regardant le match, t'as pas l'impression que c'est ça, mais le mec, on le sert bien sous le cercle, ou sinon le sert sur des cuts et tout ça. Et quand il décolle, ben il y a rien à faire en fait. Tu peux rien faire quand Zion décolle. Et je pense que le fait que toute la menace en fait qu'il amène lui au niveau du cercle, ben ça aide aussi pas mal Valanciunas, parce que quand toi tu dois te retrouver au rebond défensif à faire peut-être un box out sur à Valanciunas, et t'as un double saut, t'as Zion qui a son double saut légendaire qui reprend ses rebonds, ou sinon tu dois te retrouver à faire un gros box out sur Zion, ou sinon aller en aide sur Zion et t'as Valanciunas qui traîne de l'autre côté du cercle. Ben tu comprends vite pourquoi cette équipe-là elle amagasine des rebonds. Après, je pense que c'est une équipe qui risque d'avoir un problème structurel, parce que les ball handlers principaux de cette équipe-là sont très portés sur le mi-distance, et je pense que c'est une équipe qui risque d'avoir un problème mathématique à un moment, notamment par rapport au volume à 3 points par rapport aux autres. C'est une équipe qui va commencer, je pense, avec des déficits à 3 points. Peut-être qu'ils vont en mettre, je sais pas moi, 10 par match, là où la moyenne de l'NBA sera peut-être à 13-14, quoi. Donc ils vont commencer peut-être avec 9 points de retard, qui devront aller chercher avec Zion sous le cercle s'il est à 60-70% quoi d'efficacité. Quand on commence à pinailler sur les nombres de 3 points pris, c'est que ça va pas trop mal pour un début de saison. Clairement. Mais ils sont impressionnants. Franchement, ils sont impressionnants. Ben, est-ce qu'on a raté quelque chose ou est-ce qu'on conclut? On n'a rien raté. Je vous trouve un peu haut sur l'athlétisme, un peu
sur la dimension athlétique des Pelicans, qui certes est là, mais qui en fait est surtout là parce qu'ils ont Zion, en fait. Enfin, Oui. je veux dire, c'est parce qu'ils ont un peu le cheat code, quoi. C'est pour ça. Oui, c'est un peu les Bucks avec Giannis ont un peu le même principe. Hein. Et exactement, c'est là où, alors oui, Herb Jones, je comprends. Ils ont un peu toutes les dimensions athlétiques. Ils ont le côté solide avec Valanciunas, ils ont le côté longueur, on va avec reprendre longueur avec Herb Jones, longueur même, avec Ingram, Murphy. Ouais. Et avec Murphy aussi. Ils ont on va reprendre les mots d'Ilias, le facochère volant avec Zion Williamson. Du coup, ils ont un peu tout ça. Mais par exemple, sur des postes arrière, je pense qu'ils peuvent souffrir le jour où il y aura McCollum face à un mec plus athlétique, etc. Donc, à voir sur ces dimensions-là. Mais je rejoins Constant, je voulais le dire. Le match-up contre les Clippers m'intéresse beaucoup, en fait. Et j'aimerais beaucoup comment les Clippers vont les jouer, quoi. Et connaissant Lou, ici, on aime bien Tyronn Lue. Eh bien, je le vois bien. Typiquement, on en a parlé dans les previews. Contre cette équipe-là, son 5 où il peut donner des responsabilités à Norman Powell, par exemple, sur de la création, je le vois très bien le mettre là en disant, allez, CJ, défends un des 5 ailiers. Pourquoi pas? Mais moi, comparé à vous, j'aimerais bien les voir face à Dallas. Tu vois? Moi, ça m'intéresse plus de Dallas, les une équipe voir qu'on n'a face à pas Dallas. citée. On n'a Christian pas Wood, cité c'est encore en vraiment début de meilleur. saison. Ok, solide. On va citer les Constant, 30. Christian Wood qui a lancé sa campagne de Six Man of the Year, globalement, ils ont démonté les Grizzlies cette nuit. Alors, c'était pas beau à voir. Hein. C'était C'est vraiment. terrible. Bon, après, terrible. la match-up, j'ai vu, ça fait depuis 102 minutes que les Mavs n'ont pas été menés au score par les Grizzlies. Donc, ça fait plus de 2 matchs complets. Hein. Mais c'est un truc de il y a ouf. vraiment. Mais intéressant. Bon, ils ont quand même bien choqué, même si j'aime pas le terme, ils se sont quand même bien fait dessus à la fin de match face aux Suns, alors que tu avais vraiment un match qui était largement jouable. Leur quatrième quart, c'est quand même assez horrible. Mais sinon, bon début de saison. Christian Wood qui pour l'instant fit bien. D'ailleurs, Christian Wood qui a un usage plus élevé que Luka Doncic. Hein. Incroyable. Dans une équipe, qui aurait pu prévoir que dans une équipe des Mavs, quelqu'un allait avoir un usage plus élevé que Luka? Mais pour l'instant, ça marche bien. On va attendre encore une fois de voir sur la durée, parce que Wood, c'est sur la durée que ça va compter. Mais ouais, pour l'instant, ça se met tranquillement en route et que finalement, la perte de Bronson, un peu comme ce qu'on avait prévu, elle est pas si déficiente que ça, elle est pas si négative que ça. En tout cas, pour l'instant. Pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, ça, de toute façon, ça va être le résumé de ce podcast. Hein. On vient de beaucoup parler sur 2-3 matchs maximum sur la plupart des équipes et des joueurs. Donc forcément, il n'y a pas de conclusion définitive sur cette saison. Il y a encore le temps de voir beaucoup de changements. Et on a l'habitude, de toute façon, à NBA, rien ne se passe jamais exactement comme prévu. Et c'est pas la saison dernière, en plus, qui a dérogé à la règle. Déjà, la belette dans le chat, tu vois, comme j'ai glissé le sujet Christian Wood, donc on a pu terminer là-dessus. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Si Ben, tu veux faire le protocole de fin, comment on s'en sort? Eh bien, pour ceux qui sont arrivés grâce à Twitter, vous avez vu l'intérêt de nous suivre sur Twitter, notamment pour avoir le tweet sur notre live trimestriel, on va l'appeler comme ça. Non, en tout cas, oui, méfions-nous des débuts de saison. Après, on peut dire que quand le début de saison est parfois dans la lignée de ce qu'on avait un peu commencé à pressentir sur la pré-saison, voire sur l'été, il y a parfois, quand les éléments s'enchaînent comme ça, c'est parfois un bon indicateur. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis, du coup, pour ceux qui veulent peut-être le voir en replay, ça sera on va mettre ce podcast-là sur les plateformes d'écoute. Donc, ça sera le podcast de la semaine. Du coup, pour ceux qui aiment bien nous écouter sur les plateformes d'écoute où il faut nous suivre. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Merci Adrien, parce qu'en fait, c'était plutôt une présentation à 75% Adrien et à 25% moi. C'est compliqué de présenter quand les gens nous voient pas. Hein. Et puis voilà. Merci d'avoir été avec nous. Merci les gars, merci à tous ceux qui sont passés, hein, évidemment, dans les lives, ça vient, donc c'était cool. C'est très bien. Je suis le seul qui te répond, du coup. Allez, on termine là-dessus. Salut, merci Constance, salut Tom. Salut. Salut. Salut.